Eh ben, je vous propose de commencer. D'abord, merci de venir participer à ce 13e Performance User Group. Aujourd'hui, on va parler des secrets de la finance pour avoir des systèmes réactifs. Et pour ça, on va accueillir Thomas Pierrin, qui travaille à la SG sur des systèmes low latency, et Cyril Dupuis-Doby, qui vont nous parler de tout ça. Je vais juste faire une petite aparté pour laisser quelqu'un nous parler de Scala.io. Donc bonsoir à tous, je suis parti avec Jonathan, je m'appelle Mathieu, et je suis parti avec Jonathan et Sam qui sont là, des organisateurs de la conf Scala.io, qui est une conférence sur Paris un peu unique, un peu en Europe on peut dire, où c'est centré sur Scala, et cette année il y a eu un gros accent de mis sur la partie Big Data, c'est un peu les sujets tendance en ce moment sur tout l'écosystème Scala. On a une très bonne line-up, beaucoup de speakers étrangers, et du coup on va vous faire gagner une place là ce soir. Donc je ne sais pas encore comment, mais en Scala. Et voilà, si ça vous intéresse, le site scala.io. Il y a encore quelques places, il y a encore une 50aine de places. Et donc voilà, n'hésitez pas. Donc je vais tout de suite laisser Thomas et Cyril nous présenter plus en détail leur session. On vous donne bien entendu rendez-vous en octobre pour une nouvelle session où vous en verra le thème dans les jours qui viennent. Après la séance, il y aura des questions-réponses et un petit pot sur la terrasse pour continuer les interactions comme d'habitude. Bonne séance. Bien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Ce soir, on va vous parler un peu de finance, mais on va surtout vous parler de programmation réactive. C'est très à la mode en ce moment. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Comme la plupart d'entre vous le savent déjà, on l'utilise dans la finance depuis bien longtemps, et avant nous même dans les telcos également. Alors on va voir ce que ça veut dire, que la programmation réactive. On va voir que c'est pas l'utilisation juste d'un framework ou d'une librairie qui fera de votre système un système réactif. Et on va vous parler d'un peu tout ça. Alors, ça y est, c'est bon. Ouais, c'est bon. On va reprendre la petite zapette. Hop. Donc, ça c'est le sujet. On nous a déjà présenté, donc qu'est-ce qu'on peut rajouter? Juste dire qu'on a 2-3 marottes. Domain Driven Design, TDD. Ouais, XP, du trading, open source, plein de choses, quoi. On est tous les deux contributeurs, créateurs et contributeurs de la librairie Enfluent, qui est une espèce de Festassert ou SRJ en .NET, librairie d'assertion qui se veut fluent. Et puis voilà. Oh, c'est long, voilà. Plein de Pour- choses. Peut-être avant de commencer une petite introduction, un rapide sondage. Qui aurait vu notre présentation à Devox en live ou en vidéo? Personne l'a vu en vidéo. Bon, alors pour ceux qui l'ont déjà vu, il y a des choses en plus, ça va vous ressembler. Mais vu que la plupart des gens ne l'ont pas vu, on va pouvoir prendre le temps de la faire un peu plus correctement. Donc on a découpé cette présentation en 4 parties. Donc la première va servir à définir un peu notre périmètre métier, et puis je vais m'en occuper. Parce que c'est intéressant, ça va donner un peu de perspective à quels sont nos enjeux, et ça va mettre du contexte pour ce qui va suivre. Ce qui va suivre, ça sera un exercice, un petit exercice théorique de design d'un système qui s'appelle un pricer. On verra ensemble à quoi ça sert. Enfin bon, le nom est quand même assez clair. On va continuer ensuite. On va parler un peu plus pattern, et sans doute on va rentrer un peu plus dans le cœur du sujet. La nouveauté par rapport à ce qu'on a fait à Devox, c'est que là il y aura du code, il y aura du concret. On ne va pas seulement parler de dessin. Et puis après on va conclure sur tout ça. Alors bon, c'est quoi une banque d'investissement? c'est quoi une banque d'investissement? Il y a des gens qui ont travaillé dans la banque d'investissement générale. Dans la Ah, finance. pas mal. Bon. Plutôt pas mal. C'est à peu près autant de temps qu'il vient d'avoir à Devox. C'est intéressant, la corrélation entre le perfug et les gens qui travaillent dans la banque d'investissement. Donc, pour rappeler pour les autres, fondamentalement, son métier, c'est de fournir des solutions de financement ou d'investissement. Donc, financement, c'est j'ai besoin d'argent pour faire quelque chose, comment je fais pour l'obtenir. L'investissement, c'est j'ai de l'argent ou des choses disponibles dont j'aimerais que ça me rapporte quelque chose d'une façon ou d'une autre. Est-ce que vous pouvez m'aider? Ça, grande ligne, c'est ça. Il en découle plein de sous-métiers et plein de sous-activités, parmi les plus connus, la création de produits financiers, dont certains sont plus ou moins célèbres en fonction des dégâts qu'ils ont causés, et puis aussi de servir d'acteur sur ce qu'on appelle les marchés, ou les bourses dans le langage courant, partie sur laquelle on va plus zoomer aujourd'hui. Donc,
C'est quoi un marché aujourd'hui, une bourse? Je pense peut-être que certains d'entre vous ont été creusés un peu ce qu'il y avait derrière techniquement, mais pour la plupart des gens, pour le grand public, ça représente ça, hein, un gros paquet de chiffres, de couleurs, des graphes, des gens qui sourient ou qui font la gueule en fonction de dans quel sens va le graphe. Ça reste un peu obscur, ça reste probablement un des seuls métiers où apparemment on a des bureaux qui ressemblent à des décors de films de science-fiction. Voilà, c'est un peu ça aujourd'hui. Donc creusons un peu, qu'est-ce qui se passe quand on veut voir les marchés? Qu'est-ce qu'on a autour d'un marché? Donc au milieu, c'est notre marché électronique, parce que s'il n'était pas électronique, on ne serait pas là pour en parler. Et il y a plein de gens autour pour que ça fonctionne. Donc, qui on a comme acteur? Donc c'est une société qui offre une infrastructure. Alors une société, on pourrait dire d'un jour, ouais, c'est une forme de service, hein, finalement, un marché électronique. Ça va être un système qui va permettre d'accueillir des transactions. Et on va voir quelles sont les personnes qui font donc des transactions. Premier acteur, le principal, celui pour lequel finalement tout existe, c'est l'investisseur. C'est celui qui veut acheter ou vendre quelque chose sur le marché. Il veut par exemple acheter des actions Apple parce qu'il pense que ça va monter par rapport à ce que l'iPhone 6 va sortir. Donc là, il va s'adresser à quelqu'un qu'on appelle typiquement en français un courtier, un broker en anglais, et qui va être celui qui finalement va s'occuper de gérer concrètement la transaction parce que c'est un peu compliqué d'aller sur le marché. Donc il fait ça, il lui dit va m'acheter des actions Apple. En face, on pourrait croire que tout est magique et que ça tombe bien, que quand notre investisseur là, il veut les acheter pour quelques milliers de dollars d'actions Apple, il y a quelqu'un en face qui va en vendre, donc tout le monde est content. Et ça ne marche pas comme ça. Ça ne marcherait pas comme ça, ça ne marcherait pas en vrai, malheureusement, il n'y aurait pas d'acheteur ou de vendeur à tout moment. Pour que les transactions aient lieu, ça chaoterait. Donc il y a des gens dont le métier, on les appelle les liquidity makers, comme le nom l'indique, c'est de garantir que tout le monde, à tout moment, puisse acheter ou vendre un produit financier. C'est une grosse partie des gens pour lesquels on a bossé. C'est une grosse partie des gens pour lesquels on a bossé, c'est de ces gens-là. Donc c'est de ces gens-là dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Donc eux, leur difficulté, leur boulot, c'est de tout le temps acheter et vendre. Alors évidemment, ils le font avec un petit profit, mais ils prennent beaucoup de risques. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué à gérer. C'est vraiment un métier de spécialiste, hein. D'ailleurs, ça s'appelle aussi spécialiste en France. C'est un peu compliqué, faut gérer le risque, mais bon, avec les bons outils, ça se fait. On en vit bien. Et puis, il y a un troisième petit acteur, parce que ça serait trop facile. Là, c'est mon petit lutin en bas. Lui, c'est celui qu'on appelle habituellement l'arbitragiste. Lui, il n'est pas là pour investir, il est là pour gagner directement de l'argent. Donc son but, c'est de voir s'il y a des choses qui ne vont pas bien dans le marché, et s'il n'y a pas des erreurs ou des anomalies qui lui permettent de gagner facilement de l'argent. C'est un peu le hacker de notre système. Je vais donner un exemple trivial qui n'existe pas, mais qui pourrait exister. C'est l'action Apple dont on parle. Là, elle est à 100 $ à New York. Elle est 100 € à Paris. Clair qu'il ne faut pas être bien malin. Pour se rendre compte, c'est vachement intéressant d'aller l'acheter à New York et d'aller la vendre à Paris. Voilà, ce genre de personnage, voilà ce qu'ils vont essayer de rechercher. Bon, ils en tirent profit. Ils vont tirer profit. L'effet résultant de ça, c'est que, plus ou moins en théorie, ça va avoir pour effet de réaligner le prix des marchés. Soit le prix de New York va baisser, va monter, parce que il y a quelqu'un qui achète plein d'actions Apple, c'est que ça va être intéressant, donc le prix va monter. Soit à l'inverse, ça va baisser à Paris, plus probablement c'est les deux qui vont bouger, et à la fin, ça va saigner, ça va s'équilibrer, l'opportunité va disparaître, et le marché soudainement deviendra juste. C'est-à-dire que je suis un acheteur à Paris ou un acheteur à New York, moi je verrai le même prix. Dans la pratique, ils ont des stratégies beaucoup plus élaborées, mais ce n'est pas du tout l'objet de cette présentation. Bon, alors on a vu nos grands acteurs, ils sont autour de ça. Parlons un peu technique. Parlons un peu de qu'est-ce qui se passe derrière, c'est quoi un marché si on soulève le capot, si on regarde. Alors, au tout début, notre marché, c'est un carnet d'ordre. C'est-à-dire, c'est l'endroit où sont stockées toutes les envies d'achat et de vente de tous les acteurs qu'on a évoqués tout à l'heure. Bon, la première chose que va faire le carnet d'ordre, c'est qu'il va publier des prix, de façon à ce que tout le monde, à tout moment, voit à peu près le cours, ce qu'on appelle traditionnellement le cours. Donc son travail à lui, c'est de regarder le carnet d'ordre. Il peut en avoir beaucoup, hein, des centaines, des milliers, il faut regarder, faire une synthèse, publier des prix, c'est un peu compliqué. Bon, l'investisseur, il envoie son instruction, son ordre d'achat. L'ordre d'achat, il arrive, il est injecté dans le carnet. Ah, alors le carnet, il est passif. Il est accompagné d'un copain très intéressant qu'on appelle le moteur de matching, dont le boulot va être de vérifier à tout moment, est-ce qu'il y a deux ordres qui sont en concordance? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'acheter quelque chose, quelqu'un d'autre qui a envie de le vendre, et que les prix soient à peu près compatibles, et qu'il y ait une opportunité effectivement de générer une transaction? C'est ça son boulot. Il le fait en permanence, il va regarder, j'injecte un ordre, je le rajoute, est-ce qu'il y a un match? Je regarde, je bascule, puis si ça marche, hop, ça marche, ça tombe bien, il y a quelqu'un qui a vendu, j'envoie un message dans l'autre sens, hop, bon, alors après, c'est pas fini, parce que évidemment, comme il y a une exécution, il faut mettre à jour le carnet d'ordre, hein, c'est forcément, ça commence à impacter. Puis bon, c'est un peu, il n'y a pas que ça, hein, en plus, il faut faire du reporting temps réel, il y a des notifications, il faut intégrer des règles, enfin bref. Quoi, je m'emballe? Moi, je comprends rien.
Pas forcément compris? C'est clair. Il y a des beaux dessins et tout, on peut Ouais. revenir, il y a des beaux dessins. Ouais, peut-être des Non. beaux dessins, mais moi, c'était plus confus que tout à l'heure. Peut-être parler d'autre chose alors. Mm. Plutôt prendre une image plus intéressante et qui nous parle forcément à tous, c'est le supermarché. Moi, je vais vous montrer un marché électronique, en fait, c'est un supermarché. Bon, ça, c'est un peu le supermarché old school, on va le moderniser un petit peu. La première chose dans ce marché, pour que ça soit drôle et pour qu'on ait des enjeux de performance, c'est les prix bougent tout le temps. Ça, bon, c'est peut-être vrai, hein. Vous avez vu, de nos jours, ça commence à devenir de plus en plus vrai. Entre le moment où on achète et le moment où on passe en caisse, des fois, il y a des écarts. Mais voilà, là, j'ai commencé à électronifier mon supermarché, là, et hop, le prix de mon ampoule, il bouge bien. Bon, comme il est moderne, mon supermarché, quand même, je ne fais pas mes courses à l'ancienne, hein. J'ai un beau caddie qui est équipé d'une tablette et qui fait que toutes mes transactions sont prises en compte instantanément. C'est-à-dire que quand j'achète quelque chose, un paquet de pâtes, par exemple, je le mets dans mon caddie, hop, tout de suite, je suis débité de la somme. Comme ça, pas besoin de passer en caisse. Bon, inversement, ça c'est bien, du coup, forcément, quand je ressors mon paquet de pâtes et que je le mets dans le rayon, je suis remboursé. Alors, évidemment, je suis remboursé au prix qui est là, au prix tel qu'il est à ce moment-là. En plus, dans la pratique, le prix d'achat et le prix de vente ne sont jamais exactement les mêmes, hein, parce qu'il faut bien que le supermarché vive, il se prend une petite marge, donc il va y avoir un petit centime d'écart, quelque chose comme ça. Donc bon, quand on choisit ce qu'on va acheter, il faut choisir. Alors reprenons après nos acteurs qu'on avait tout à l'heure. On a dit d'abord, on avait notre investisseur. Le voilà notre investisseur. Il est là, c'est vous, c'est moi, avec son caddie, tranquillement dans son rayon, en train de se demander de quoi il a besoin. Tranquille, il se promène, il fait ça. Bon, après, on a besoin du market maker. Lui, son boulot, c'est de remplir les rayons, principalement, s'assurer que, évidemment, quand vous venez acheter vos tomates, vous allez en trouver. De s'assurer aussi que le prix, là, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe que le prix soit là et il soit à peu près juste. Donc son boulot, ça va être de faire un peu tout ça. C'est les gens dont on parlait tout à l'heure. Pour qui on Voilà, bosse, les gens dont on parlait tout beaucoup. à l'heure. Et voilà, dans notre supermarché, nos acteurs. Alors on va parler on va détailler un petit peu plus un troisième type de personnage. Là, tout à l'heure, on a évoqué un peu les arbitragistes. On va discuter un peu de notre catégorie de personnes, c'est les scalpers. Donc ça, les scalpers, ils cherchent des opportunités, des tendances, très souvent. Donc là, ça c'est mamie, elle est au bout du rayon, elle est en train de s'apercevoir que comme il fait chaud, il y a des chances que les gens achètent beaucoup de glace. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va acheter des glaces. Comme elle va acheter des glaces, elle va vider le rayon, ça va faire monter le prix. Elle va les garder dans son coin, elle va attendre de voir que des acheteurs arrivent, puis là elle va discrètement revenir revendre ses glaces et gagner de l'argent du coup, parce qu'elle elle aura acheté pas cher et vendu cher. Bon, quand même, pour qu'on ait des enjeux électroniques, on a vu beaucoup d'humains, là on a besoin d'automates. Alors, il y a un premier automate dont vous avez entendu parler, qui n'existe pas encore dans les supermarchés. C'est l'algo trading. Alors ça ressemble un petit peu à ce qui se passe quand on fait ses courses sur Internet. On sait très bien qu'il y a quelqu'un derrière qui va parcourir les rayons et remplir le caddie à votre place. Le travail de l'algo trading, c'est à peu près ça. C'est de dire, voilà mes listes de courses, va me les chercher pour le meilleur prix possible. Alors ce que va faire l'algo trading par rapport, parce qu'il y a un enjeu de plus, comme on l'a dit tout à l'heure, les prix bougent continuellement. Il va y avoir un travail de plus. Ce travail de plus, ça va être de dire que j'ai envie de traiter au meilleur prix possible. Et qu'en particulier, si parce que je suis en train d'organiser une communion et que j'ai besoin d'aller acheter 50 ou 100 baguettes, je ne vais pas aller acheter 50 ou 100 baguettes d'un coup, parce que si j'achète 50 ou 100 baguettes d'un coup, ça va vider le rayon, le prix c'est clair qu'il va augmenter, ça va me coûter cher. Donc je lui ai demandé de passer à aller acheter 5 baguettes, puis de revenir un peu plus tard acheter 5 baguettes, jusqu'à qu'il y en ait 100, comme ça j'aurai un prix à peu près correct. C'est ça son boulot. Bon, puis après quand même, ça serait pas drôle si on s'arrêtait là, il y a des furieux. Donc les furieux, ils ont pris un caddie, ils ont foutu un moteur dessus, leur objectif, c'est nos arbitragistes de tout à l'heure, c'est de profiter des opportunités. On a bien compris, les opportunités sont liées à des facteurs de temps. Donc eux, ils ont fait un caddie, il est motorisé, et son boulot, c'est de foncer à fond la caisse entre les rayons, de se remplir, de faire des allers-retours, de vendre, etc. Donc c'est super bien. Alors ce qui se passe, c'est que pour donner un ordre de grandeur, c'est quand vous mettez 1 heure à faire vos courses, le caddie met 1 seconde. Ça, c'est très fort. Alors il ne gagne pas beaucoup d'argent, hein, il va gagner quelques centimes, mais comme il a le temps de faire ses courses quelques milliers de fois, le temps que vous fassiez une fois, c'est comme ça qu'il gagne de l'argent. Bon, évidemment, c'est quand même un peu compliqué, on le voit tout de suite, notre caddie il est quand même un peu plus élaboré que d'habitude, puis il va un peu vite, donc de temps en temps il y a des accidents. Le caddie il finit direct dans un rayon, les prix c'est n'importe quoi, c'est un peu un drame, voilà. On a tous entendu parler, voilà. Ça c'est nos fusées. Dans la presse quoi. On en parle dans la presse. Bon, on s'en parlera pas aujourd'hui de ça parce que ce serait compliqué, c'est intéressant aussi, mais c'est un peu spécifique. Alors, pour résumer, on n'a pas un peu de tout ça. Si on parle de ce que ça veut dire à la côté Société Générale, on vous a donné un peu notre contexte, qu'est-ce que ça veut dire pour nous en termes de contraintes dans nos systèmes? On a des enjeux de complexité, des enjeux de disponibilité, des enjeux de volume clair et des enjeux de latence. Ce sont les deux derniers sujets, ces deux derniers points qui ont particulièrement nous intéresser aujourd'hui. On a mis quelques chiffres à côté.
La complexité, c'est pour donner quelques ordres de grandeur, ça fait un peu plus de 5200 releases par an, ça en fait pas mal. La disponibilité, c'est des systèmes qui ne fonctionnent pas encore, enfin certains 6, 7 jours sur 7, mais ils fonctionnent 5 jours, en gros 5 jours par semaine, dans 24 heures pour 24, ce qui fait un peu plus de 5 jours quand on tient compte du fait que on doit le faire partout autour du globe. Il faut supporter tout au long de la journée, quoi. Tout ça. Ça va pas être La capacité en volume, pour donner quelques ordres de grandeur, on parle de 5 millions d'exécutions, donc c'est 5 millions de transactions, hein, c'est 5 millions d'articles achetés ou vendus, on pourrait dire. C'est 250 000 updates de marché par seconde, pardon. Donc ça, c'est des prix qui bougent, c'est des mouvements de prix, 250 000 par seconde. Les enjeux de latence, bon, typiquement 5 millisecondes de bout en bout pour les systèmes les plus rapides, et pour ce qu'on appelle la haute fréquence, mon cas diffusé, plutôt de l'ordre de quelques dizaines de microsecondes. En fait, en fonction des lignes métiers pour lesquelles on travaille, on n'aura pas les mêmes enjeux. Sur les marchés de change, échanger des euros contre des dollars, Là, ça va très vite. Ça peut aller très vite. Et puis des produits un peu financiers faits, presque limite à la main encore, etc., ça sera plus long. Ça sera beaucoup plus lent. Alors voilà, on a mis le paysage, donc maintenant, on va faire un jeu de rôle, on va faire un exercice réel. Je vais me mettre dans la peau du client et j'ai demandé à Thomas, mon architecte et mon IT préféré, de me faire un système. Le bouton. Ouais, j'aime pas ce bouton. Je vous présente le Pasta Pricer. Je suis mon gestionnaire de supermarché. J'ai besoin donc de gérer un rayon pâtes et j'aimerais bien avoir un système pour gérer mes prix des pâtes en temps réel parce que là, mon market maker, il souffre un peu, quoi. Il remplit tout le temps. Déjà, il faut qu'il remplisse les rayons, mais en plus, il faut qu'il mette à jour les étiquettes. Ça va plus du tout. J'aurai un système électronique pour le faire. Alors, je vais quand même te donner un peu mes besoins dès que j'arrête de me tromper de bouton. Donc voilà, c'est dire calculer le prix des paquets de pâtes en temps réel. Alors, ce qui est intéressant, c'est pourquoi le prix des paquets de pâtes bouge. Il bouge parce que le prix des pâtes va dépendre de leurs ingrédients finalement. Et le cours des ingrédients va changer très régulièrement, donc j'ai besoin de me mettre à jour. Alors, qu'est-ce que j'ai comme type de pâte ? J'ai déjà 4 tailles de paquets, normal, du petit au familial. J'ai différents types de farine. Farine de base, une farine un peu plus sophistiquée, la farine bio, une farine complète pour les gens qui ont envie de faire du régime. J'ai plusieurs recettes avec plus ou moins d'œufs. J'ai des variantes de forme, de couleur en mettant de la farine, des tomates, pardon, pas de la farine, des épinards, des tomates, des choses comme ça. C'est pas le pote. Bon, si je combine tout ça, j'arrive à faire 2400 types de pâtes différents. Donc voilà. Voilà quel va être le boulot. Donc pour résumer, on calcule le prix qui dépend des cours, donc différents types de blé, des œufs s'il y en a, du carton, du plastique parce que j'ai un emballage, des autres ingrédients, des pâtes, etc. Ça, ce sont les inputs de mon système. C'est tout ce que je vais recevoir en input pour que mon système calcule les prix des pâtes. Exactement. Maintenant, ce que je veux, c'est que tu me fasses un truc qui marche bien. Puis je vais te rajouter une contrainte parce que tu es fort. J'ai pas beaucoup de sous, alors je voudrais que tout ça, ça tourne sur un seul serveur. Parce que bon, moi, je vais entendu parler des fermes et des trucs comme ça. Le cloud, j'y fais pas confiance. Je voudrais que ça tourne sur un serveur parce que je suis old school. Je suis old school et j'ai pas beaucoup d'argent. T'as pas beaucoup d'argent. Ok. C'est un serveur moderne, il a plusieurs cœurs quand même. Donc voilà. À toi, montre-moi comment on peut faire, explique-moi. Bon, écoute, merci Cyril pour cette intro. On va designer ensemble notre Pasta Pricer. On va le faire dans un mode un peu particulier. On va le faire en mode event storming. Alors, je sais pas qui connaît l'event storming parmi vous. Donc en gros, c'est quelque chose qui gravite autour du domaine driven design et c'est une façon de modéliser les événements métiers quand on a des discussions avec le métier, comme un brainstorming, mais à base de post-it, avec une couleur pour les événements métiers, une couleur pour les commandes qu'on va demander à des systèmes, etc. Je vais un peu déformer le dispositif. Je vais retenir le côté post-it parce qu'on va un peu modéliser les événements, les inputs et les outputs de nos systèmes. On va voir tout ça ensemble. Quelques bases pour la présentation. Donc en gros, la représentation du Pasta Pricer, ça va être dans la même boîte. Donc ce serveur unique est dans cette boîte-là. On va voir ça comme une boîte noire. En fait, on va recevoir et publier des flux d'événements. Donc en entrée, on va recevoir plein d'événements. Ça va un peu rentrer dans le système. Et en sortie, 2400 types de pattes, et ça va faire du fan-out, ça va faire de la distribution un peu large, qu'on va distribuer donc au système des market makers pour aller mettre les prix sur les différents rayons. Donc là, très concrètement, on ne va pas en parler ce soir, mais on utilise des middleware qui sont faits pour ça, avec du publish, subscribe, etc. Enfin, c'est comme ça qu'on va envoyer les prix, recevoir nos market data et puis envoyer les prix sur différents clients. Alors, dans la boîte noire, on va considérer 3 étapes pour ce soir, pour simplifier. Une première étape qui est décoder ce qu'on reçoit comme 0 et comme 1 depuis notre middleware, donc le transformer en truc intelligible. Une étape de calcul, calculer les prix de type de pâte en fonction des matières premières. Et puis pour l'envoyer après à notre middleware à destination de tous nos utilisateurs. Et même moi je comprends, donc c'est bon. Tu me suis jusqu'à maintenant ? Ouais. Ok. On rétrécit un peu tout ça parce qu'on va montrer d'autres choses. Alors, les post-it jaunes, ça va être les inputs de notre système. Tous les inputs de notre système, ça va être des post-it jaunes.
Post-it bleu, les outputs. Il y aura des petites pastilles jaunes et bleues pour vous servir un peu de pense-bête. La partie droite, donc sortie, ce sera du bleu et jaune à gauche. Et puis au centre, en fait, à l'intérieur de notre boîte noire, on va avoir des espèces d'instances de calcul pour les pattes. Des recettes, quoi. Un peu des recettes, voilà. Un peu comme un petit agent qui va par patte, qui va faire le calcul. Donc là, on a 2400 types de pattes différentes. On aura 2400 instances, on va dire, de ces calculateurs de pattes dans la boîte. C'est clair pour tout le monde? On commence? Alors, on va commencer avec une approche assez simple, qui est une approche monothread. Et puis, on va se familiariser un peu avec le formalisme, et puis après, on va complexifier un peu et changer d'approche pour choisir des approches un peu moins naïves. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je reçois depuis mon middleware des 0 et des 1. Je les déchiffre et ça devient une information intelligible pour le pasta pricer et pour ce code-là. C'est le prix des œufs, c'est 1,50 €. Ce prix des œufs, en fait, on va avoir dans la liste des 2400 types de pâtes, on va avoir des observateurs du prix des œufs. C'est-à-dire toutes les pâtes qui dépendent du prix des œufs pour leur recette et donc pour leur prix. Donc en fait, on va parcourir une liste d'observeurs, puisqu'on a un seul thread qui va être représenté comme ça. Eh bien, prix des œufs 1,50 €, les uns après les autres, on va solliciter les observeurs. Le premier observeur, c'est les gnocchis, donc l'instance qui va calculer le prix des gnocchis, prix des œufs 1,50 €. Ça calcule donc au milieu et ça sort un prix des gnocchis à 5,40 €. Ce prix-là, l'étape d'encodage pour l'envoyer au client s'effectue là maintenant. Des 0 et des 1, middleware, pouf, je l'envoie à distribution des autres. Dans le même thread, on continue. Observeur d'après, c'est les penne. Même input, on calcule un prix différent, 2,10 € et on envoie au client. On va faire de suite avec tous les observeurs qui vont faire leur boulot pour chacune des types de pâtes. Voilà. Un avis sur la solution? Attends, je vais faire des maths. Si je me dis qu'il faut 10 millisecondes pour calculer le prix d'une pâte, 2400 x 10 millisecondes, j'en retiens 5, ça fait 24 secondes pour calculer le prix de toutes mes pâtes, c'est un problème. Parce que là, les autres, avec leur quai diffusé, ils vont m'en fumer. Ils vont se régaler. C'est clair que... Ils vont comprendre quand tu vas voir le premier prix bouger qu'il va se passer quelque chose, ils vont venir me chercher sur le dernier. Donc non, ça va pas. Alors c'est clair que on n'exploite pas la CPU au mieux. Ça c'est déjà un premier truc. Tu m'as dit qu'on avait droit de combien de cœurs? Je t'en donne 8. J'achète 8. En ce moment, cœurs. je peux en avoir 8 pour pas cher. Ok. Donc on n'exploite pas la CPU au mieux. On n'a qu'un seul thread. Déjà, c'est pas génial. Après, on a un problème de fairness, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire que le prix des dernières pattes calculées va arriver en retard par rapport au premier. On a un input qui est le même pour toutes les pattes. Première, il va avoir de la chance, il va se recalculer et être publié. Le dernier, le 2400e, si on imagine que c'est le prix du sel qui change et qu'elles sont toutes impactées par le prix du sel, la 2400e patte, c'est là où on va se faire arbitrer par les fous furieux. Alors attention, vous ne méprenez pas, le monothread, ça peut être très intéressant pour l'ultra low latency dans certaines situations. Mais pas dans notre contexte là, avec un seul serveur et tout ce que tu me demandes. On a un jeu de volume, donc on est bien obligé de les traiter. Il faut qu'on gère la scalabilité. Après, là, je peux pas faire de scalabilité horizontale, donc j'ai que de la scalabilité verticale dans ta contrainte. Donc c'est le moment de paralléliser un peu nos calculs. Allez, on parallélise. On va changer d'approche, on va faire une approche un worker thread par patte. Donc là, le formalisme, c'est à peu près le même, sauf que vous voyez que l'étape de décodage, c'est la même, c'est la socket ou ma solution de messaging qui va faire arriver des messages. Il y aura une espèce de bucket ou de fil en entrée qui va recevoir tous ces messages-là. Et ensuite, on va avoir un worker thread par type de patte, prêt à travailler, donc un thread. Donc on y va, on reçoit les messages, on traduit ça en œuf bio 3,50 €, ça arrive dans la file en entrée. Là, ce qui va se passer, c'est que tous les observeurs des œufs bio vont se mettre en branle et vont commencer leur calcul de manière parallèle, chacun. Donc ils vont se calculer, fournir les prix, encoder et publier chacun les uns après les autres. En général, il y a une espèce de sérialisation qui se fait au niveau du middleware avant de passer sur le réseau. Donc ils vont un peu se mettre à la file indienne et être envoyés aux différents observeurs qui ne sont pas forcément les mêmes pour tous ces outputs, tous ces prix. Voilà. Ça me paraît bien. J'aime bien, les prix se calculent tous en même temps. Moi c'est bien, ouais, c'est super. Moi je parle là-dessus, ouais, c'est bon. Ouais, bon. 2400 threads. Non. C'est moi, un thread, tu sais pas ce que c'est. Alors, ouais. c'est à toi de me le dire. Ouais. Hein. Un serveur, tu sais ce que c'est? Ok. Donc la 2400 threads, non, là ça va pas le faire. Alors même si, en fonction des technos, des stacks, un thread ça peut coûter moins cher que ça ne l'était par le passé ou en fonction des technos, on va se perdre un peu. On va passer beaucoup de context switch. On va perdre en efficacité. Et puis le modèle, il ne sera pas scalable ni raisonnable. C'est-à-dire que là, tu as 2400 pattes. Si demain, tu me rajoutes un nouveau type
de données ou de denrées ou de paramètres, on va faire exploser le nombre de pattes en sortie. Et là, bon, on va faire comme tout le monde, on va faire du capacity management, on va stress tester notre truc et tout. Mais en fait, on T'as risque toujours qu'un d'arriver. serveur, rêve pas, t'as qu'un serveur. Ok, bon, on risque d'arriver dans un mur. Donc, ok, il faut qu'on parallélise, ça c'est sûr, mais il faut qu'on le fasse de manière un peu plus fine. On change d'approche. Alors là, c'est une autre approche qui est une approche pool de thread. Donc là, pour le souci de représentation, donc on a plus les 2400 threads, on a qu'un certain nombre. Les threads vont pas être drivés par le nombre, pilotés par le nombre de pattes, mais par le nombre de cœurs dont on va disposer. Là, pour éviter de saturer l'écran, j'ai mis que 3, c'est comme si on avait 3 cœurs, mais vous imaginez qu'on en a 8. Qu'est-ce qui va se passer? Un message arrive sur le middleware, on le transforme en information intelligible, et puis là, il y a deux observeurs qui sont intéressés par le prix des obios, c'est les gnocchi bio et les penne bio. Chacun d'entre eux va être dispatché sur le pool de thread, chacun va travailler et va envoyer l'information qu'il faut au middleware, et on est bon. Voilà. C'est mieux, non? Ça a l'air bien, hein. Je connais pas grand-chose, mais j'ai l'impression qu'on a résolu le problème d'avant. On n'a plus de problème de saturation de thread, on fait du calcul en parallèle, on utilise tous les cœurs, on va pour le mieux, je pense. Ouais, alors il y a un truc qui s'appelle les rest conditions. Je pense que la plupart d'entre vous dans la salle savent ce que ça veut dire. Pour toi, je vais t'expliquer. On va essayer de prendre un exemple. Simple. Un exemple. Donc, on va se concentrer sur les gnocchis. On est pareil, on a notre pool de thread, et on va se concentrer sur le prix des gnocchis. Donc en fait, les œufs bio arrivent. Qu'est-ce qui va se passer? Gnocchi bio, on va le dispatcher sur un thread du pool. Il va commencer à faire son calcul, ça prend du temps. Voilà. Il y a une autre information qui arrive là, c'est le prix du carton, ça a augmenté, c'est de 1,20 €. En fait, le prix des gnocchis bio est indexé sur le prix de ce carton-là, donc il est aussi observateur de cette information pour se calculer. Qu'est-ce qui va se passer? Dans mes jeux de callback, etc., d'abonnement, en fait, on va déclencher le calcul pour ces gnocchis bio. Mais ça va se faire sur un autre thread là. C'est super rapide. Alors, on va pas dévoiler les secrets de la finance, d'algorithmique, etc. C'est super plus rapide de calculer le prix des pâtes à partir du prix du carton que le prix des œufs. Donc en gros, on va aller plus vite, ici tout simplement, avec le prix du carton qui va nous permettre de générer un prix des gnocchi bio, c'est 5,40 €. Et à ce moment-là, au moment où on sort et on est en train d'encoder l'information liée au carton, en fait, l'information initiale sur le prix des œufs a déclenché un nouveau prix, les gnocchi bio à 4,40 €. Vous voyez bien qu'on a une différence là. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que le prix 5,40 € qui est déclenché par l'information la plus récente va se voir écrasé, remplacé par un prix qui est plus ancien, en tout cas qui dépend d'une information qui est plus ancienne. Donc en gros, moi je suis observateur là, de ce pasta pricer, je vais d'abord recevoir 5,40 € et dans l'instant d'après, je vais me voir écraser ce prix par 4,40 €. Voilà, donc le dernier prix pour les gnocchis sera bien 4,40 €. Alors là c'est clair. Et quand on parle d'argent, je comprends bien. Là. Ce que tu es en train de me dire, c'est que j'ai commencé à vendre à 4,40 € des gnocchi bio qui me coûtent en fait 5,40 €. Donc oui, non, perdre 1 € de pâte, 1 € par paquet, non, c'est pas possible ça. Non, c'est pas possible. Tu dois le business là. Exactement. Donc le problème, c'est que le dernier prix publié pour les gnocchis, il tiendra pas compte de la dernière information qu'on a reçue pour le calculer. C'est un peu un design de nul, quoi. C'est pas génial, ouais. Donc la solution, il faut que les prix soient publiés dans l'ordre des inputs reçus, en fait. C'est ça va être ça notre objectif. Bon, ok, respecter l'ordre, ok, mais comment? On met des locks? Alors, nous, pardonnez-moi pour cette blague, un peu moyenne, c'est fin de journée aussi, ça peut réveiller. En fait, non, nous, on met pas de lock, parce qu'en fait, on a un vieux maître en multithreading qui traîne dans les couloirs, qui nous parle, qui nous explique et tout, qui nous fait des retours terrain, et il dit qui dit locks dit deadlock. Donc ça, c'est son truc. Moi, je l'ai entendu pendant des années, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a pu constater depuis 2005, que moi je suis à la SOG de nombreuses fois. Donc on va essayer d'éviter les locks. Alors ça sera l'objet peut-être d'une autre presse, expliquer pourquoi ça arrive. À chaque fois qu'on a des locks, on arrive à des deadlocks. Alors quand je dis des locks, c'est dans le code applicatif, c'est-à-dire c'est dans le code du pasta pricer. C'est pas forcément dans le code de certaines librairies sous-jacentes, etc. Ça on va le voir. Mais c'est vraiment quand on a des locks dans le code applicatif. Dans le code métier, ouais. Code métier, c'est un problème. Donc en résumé, on va vouloir protéger l'accès à nos ressources, donc les instances de pattes là, dans un monde qui est complètement parallèle et qui est complètement asynchrone. Mais on veut pas de deadlock. Parce qu'un deadlock, ça fournit des prix un peu moisis. Et puis on va avoir des petits problèmes de scalabilité aussi. Enfin bref.
Alors quand je dis pas de lock, ça veut dire aussi on veut pas de wait sans timeout. C'est pareil qu'un lock. Donc toutes les API où je peux faire un wait sans timeout, voilà, ça va nous donner les mêmes soucis. Donc on n'en veut pas dans notre code. Et surtout on veut pas d'expertise de dingue en multithreading dans nos projets, quoi. On a Oui, si je pouvais un outsourcer nombre. le développement, ça m'arrangerait. Parce que toi t'es qu'un de mes clients, mais on a plein des gens qui veulent des pasta pricer, des gâteaux pricer, enfin bref. Donc il faut qu'on puisse dépoter un peu et on ne pourra pas dépendre que d'experts. Donc en réalité, si on résume encore plus, qu'est-ce qu'on veut? On veut mettre, rendre la programmation réactive, accessible à tous, mais surtout de manière sans danger. C'est ça notre objectif. Bon. Du coup, on va regarder 2-3 petits patterns pour voir ce qu'on peut faire. Donc, notre solution pour ce problème-là s'appelle le séquenceur. Donc c'est un pattern que je vais vous présenter, qui a été inventé par ce monsieur en 2005, quand on avait 2006, ouais, 2005 c'était le début de la R&D, et puis 2006 c'est... Après des mois de mise au point, tout ça, voilà. travailler en laboratoire. En gros, c'est quelque chose qui nous a permis de sortir de tout un tas de problématiques, de deadlock notamment. On va voir ce que c'est. Donc le séquenceur c'est quoi? C'est un pattern qui garantit l'ordre d'exécution des tâches associées à un état donné. Alors quand je dis un état, c'est un stream de prix, ça peut être une négociation, parce qu'on a des systèmes qui font de la négociation automatique, comme s'il y avait des gens derrière, mais c'est des systèmes qui négocient entre eux, pour discuter de prix, etc. Et puis ça peut être un workflow aussi, un workflow qui a un état, et on veut pouvoir traiter toutes les informations dont il dépend en séquence. Donc il maintient la cohérence de cet état dans un environnement qui lui est complètement parallèle et asynchrone. Donc on veut pouvoir exploiter au mieux les capacités de notre serveur, donc scalabilité verticale. C'est comme ça qu'on y arrive. Sans se prendre la tête. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est ne jamais bloquer. Alors, je parle même pas de deadlock, là, je parle on veut pas que notre système il bloque, parce que c'est ça qui va perturber la scalabilité et le bon déroulement de celui-ci. Qui dit blocage dit perte de performance et latence ajoutée. Donc, le séquenceur, ça nous permet de virer tous les logs du code applicatif. Tous nos codes de pasta pricer, plus besoin de logs. Ça, c'est bien. On peut représenter ça comme différents streams en parallèle, en fait, avec pour chaque workflow ou chaque machine à état, eh bien, c'est des événements qui vont être traités dans le bon ordre en ce qui les concerne, mais en parallèle les uns avec les autres. J'ai représenté les threads comme ça par des petits ronds avec des flèches. En fait, il n'y a pas d'affinité. Le séquenceur, il n'impose pas une affinité avec un thread. On peut commencer à traiter des tâches dans un séquenceur avec un thread et dans un autre, un peu plus tard, travailler dans ce même séquenceur avec d'autres threads. On n'a pas d'affinité. C'est très léger, c'est pas une ressource système. En gros, c'est juste une liste ou une file ou un truc très simple. Donc on peut en créer autant qu'on veut. Bien sûr, hein, on mesure tout, on vérifie, etc. Mais dans le cas des pads, 2400 instances de séquenceurs, c'est nos soucis. Et surtout, ça se prête. Un séquenceur, ça se prête. Ça peut être pas mal quand on a des choses qu'on veut partager. On a différentes ressources. Par exemple, la market data, on va se la prêter. Donc, ça peut être on peut confier la market data à un séquenceur pour certaines ressources en particulier. Donc, un séquenceur, ça peut se prêter. Alors, en post-it, ça va ressembler à quoi? Ça va ressembler en fait à un post-it violet. Ouais, violet, séquenceur de Gnocchi. Et notre agent de Gnocchi, il va l'agréger. Donc, en fait, il va recevoir généralement dans son constructeur un séquenceur. Et quand il va avoir besoin de faire des choses, on le verra après avec du code, il va lui confier. Donc ça, c'est le séquenceur avec qui on confie des tâches à séquencer. Alors l'API, elle est assez simple. C'est juste une méthode dispatch, et on lui dispatche une lambda, une action, en fonction de la techno qu'on utilise. Voilà quoi. Donc un bout de code à exécuter, ça retourne void, c'est complètement asynchrone. Donc là, c'est vraiment... Fire and forget. Fire and forget, ouais, exactement. Alors le séquenceur, on va le voir en action en post-it, si vous voulez bien. On reçoit un message. Alors, je sais pas, vous voyez les instances de pattes là maintenant, elles ont une espèce de petits post-it violets accrochés les uns. Chacun a le sien, en gros. Donc, le prix des œufs change. 1,50 €. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va confier le prix des œufs à l'instance de Gnocchi pour calculer le prix des pâtes. Gnocchi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le confier dans la méthode calcul le prix des pâtes, il va confier ça à son séquenceur, le séquenceur qui l'agrège. Ça va être pris en charge par le séquenceur en fait. Ça va commencer à travailler. Donc là, on voit que le prix des œufs est en train d'être consommé pour calculer le prix des gnocchis. En même temps, on reçoit un autre message. Farine, c'est 0,50. Un message qui concerne aussi le gnocchi, puisque le gnocchi, il y a de la farine dedans. Donc, pendant qu'il est en train de travailler, c'est pareil, on va le confier au gnocchi, à l'instance de gnocchi, et c'est l'instance de gnocchi qui va le confier à son séquenceur. Le séquenceur qui est déjà en train de travailler avec l'information précédente. Le précédent input nous donne un prix de gnocchi à 5,40 €.
Ok. Donc ça, on continue à aller sur toutes les étapes et on va l'envoyer sur le middleware. À partir du moment où on a fini, comme il est arrivé au moment où on travaillait déjà sur ce séquenceur à une autre information, eh bien c'est celle-ci qui va être dépilée dans la foulée et qui va produire un nouveau prix et qui va être nouveau prix qui va être envoyé. Donc voilà, on verra après, ça respecte des principes de fairness, etc. On verra comment peut-être, et à travers de vos questions j'imagine bien. Mais voilà, ça respecte, donc ça veut dire que si j'ai d'autres inputs aussi, ils seront traités de manière équitable par le système. Donc, voilà, on peut le faire très rapidement, parce que c'est nouveau. Tac, il y a un message qui arrive, on le confie au gnocchi qui le donne à son séquenceur, qui commence à travailler avec. On reçoit d'autres inputs en même temps qu'il est en train de travailler. Ça vient se stacker dans le séquenceur. On continue à travailler, gnocchi, 5,40 €. On a fini avec le premier message, on traite le second, et voilà, et le thread du pool est remis à disposition pour d'autres agents et d'autres types de tâches. Voilà. Alors, sous le capot du séquenceur, qu'est-ce qu'on a? Je pense que ça va vous intéresser un peu plus. Oui. Alors, cherchez pas à regarder, je l'ai mis petit exprès. On verra après, peut-être plus en détail. Le diagramme de séquence, là, il sert pas à grand chose. Juste pour vous dire que la complexité du séquenceur, elle est complètement encapsulée. C'est pas à l'utilisation du séquenceur qu'on la retrouve. L'implémentation du séquenceur, elle peut, alors on a différentes implémentations, elle peut utiliser soit des locks, soit des CAS, des compare and swap, des stratégies log-free pour faire ce travail-là. L'usage d'une simplicité, je vous l'ai dit, c'est une seule interface. Alors c'est a unit of execution, c'est je dispatch une action, et c'est tout. Donc c'est très simple. Alors j'imagine que vous voulez tous voir un peu de code. Hein, on va brancher le serveur de Cyril. Attention. Alors oui, tu vas nous montrer quoi? En fait, peut-être le temps que tu prépares ça. En fait, on a travaillé depuis 15 jours, peut-être un peu moins de 3 semaines, le midi avec Cyril, pour refaire un pasta pricer. Donc c'est ce qu'on n'avait pas au dernier Devox. Donc un pasta pricer, alors ça va être en .NET. T'as pas besoin de... Ça va être en .NET, mais c'est pas du .NET très spécifique, donc c'est presque comme du Java. Et pour ce cas d'espèce, et donc un pasta pricer qui va aller de pair avec une librairie open source qui s'appelle Mission, qu'on a initié après notre passage à Devox quand on a présenté ces patterns-là, pour commencer à partager ça avec la communauté, avoir des retours des uns et des autres. Ça fait partie de choses qu'on a déjà à la Société Générale depuis 2006. Cette librairie et ces concepts-là implémentés en prod depuis longtemps. Là, on a décidé que c'était intéressant, on ne voit rien arriver sur le domaine depuis des années, voilà, et on s'est dit que c'était le moment de le sortir, le partager, commencer à... Donc, ton pasta pricer, enfin notre pasta pricer... Voilà. Alors voilà, ça c'est le pasta pricing agent, donc c'est grosso modo l'équivalent de notre post-it vert. Vert, ouais, c'est ça, ouais. Donc, il y en a une instance par type de patte, quoi. Alors, je vais pas tout de suite vous montrer le constructeur, là on le construit, le séquenceur, c'est pas forcément hyper important. On y reviendra après, c'est surtout que ça montrera des choses dont on va parler plus tard. On va monter peut-être la petite fonction d'initialisation, hop, qui est là. J'ai ouvert le commentaire au lieu d'ouvrir le code. Hop, vous y voilà. Donc qu'est-ce qu'on voit là? Ça c'est la logique de démarrage qui dit, à un moment, mon pricer de patte, il va falloir que je l'abonne au flux. Ce qu'on disait tout à l'heure, il faut que je m'abonne au flux pour lancer mes calculs. Donc c'est ce qu'on fait là. Il reçoit une recette, donc ça vous pourrez aller voir le code dans GitHub. Il va regarder dans la recette les différents ingrédients, il va les parcourir. Il y a une logique. Il parse la recette. La recette. Il sait que de toute façon dans ces recettes, il a toujours quelque chose qui sera de la farine, quelque chose qui sera des œufs s'il y en a, quelque chose qui sera un parfum s'il y en a. C'est les 3 ingrédients dont il a besoin. Et il va s'abonner. Bon, voilà la logique d'abonnement. Hein. C'est des events.net. Ouais, c'est ça. C'est Raw Material Market Data. Il y a un événement Price Change qui arrive sur le Raw Material Market Data. Voilà. Et on s'y abonne avec la callback de droite qui est This Market Data Flavor Price Changed. Donc là, ça veut dire que le Flavor Price a changé. Et dans cette qu'il faudra surcalculer. Bon, là, jusque-là, c'est du code hyper banal, rien de nouveau. Là où ça devient un peu plus intéressant, c'est de voir justement ce qui se passe. Bon, là, on a pris l'exemple. Dans une des callbacks, quoi. Dans une des callbacks, sur un événement qui dit voilà, le prix des œufs, il a changé le prix des œufs. Qu'est-ce qu'on va faire dans le prix des œufs? Notre petite logique, elle est là. C'est cette petite ligne-là. Là. Tout est là. Ce qui se passe, regardons là. On dit, je capture le dernier prix que j'ai reçu, et après, je me recalcule. Ça, c'est facile, c'est la business logic. Ah oui, du coup, la remontée, pardon. Je remonte voilà, c'est mieux pour tout le monde. N'hésitez pas à râler. Hein. Donc, je remonte le code, on dit, la logique métier, c'est ça. Bon, elle est brillante, hein, parce que notre pricer de pâte est assez élaboré. Il dit, je capture mon prix,
je calcule le prix des œufs, pardon, et je recalcule le prix de mes pâtes. On va voir après comment le prix des pâtes se calcule. Là. Donc là, pour ceux qui ne font pas de .NET, c'est une lambda. Okay. Donc c'est ce bout de code-là qui va être exécuté de manière asynchrone et confié au dispatcher. Voilà. Ah bah. Et c'est ça. Donc en gros, on se dit là, du coup, ma business logic, j'ai wrappé. Au lieu d'avoir wrappé typiquement dans une section de lock, comme on le ferait de façon traditionnelle, j'invoque mon dispatch là, depuis qu'on parle tout à l'heure. Parce que vas-y, je te confie ce bout de code-là à exécuter en séquence. Tu te démerdes, je ne veux plus en entendre parler. C'est-à-dire que s'il y a un autre prix pour les œufs qui arrive, ça sera exécuté forcément. Ça sera mis en attente après, et ça sera exécuté après celui-là. Okay. Alors c'est pareil, je pourrais vous montrer les deux autres ingrédients, mais ce ne serait pas forcément intéressant. Ça sera exactement la même logique, excepté que on calculera un prix différent. Ça, c'est ce qui se passe après, ma logique de calcul. Donc là, je vous demanderai de ne pas en parler, c'est confidentiel. D'ailleurs, remarque, Dieu merci, j'ai pris des précautions. On a délégué la responsabilité. Donc on va voir qu'on a en haut une logique qui dit est-ce que j'ai bien reçu un petit check pour dire est-ce que j'ai reçu tous les prix dont j'ai besoin? Parce que si je n'ai pas encore reçu le prix de tous mes ingrédients, je ne serai pas en mesure de me calculer. Et une fois que j'ai reçu au moins un prix pour mes 3 ingrédients, mes 2 ou 3 ingrédients, j'appelle ma méthode secrète, à qui je confie mes ingrédients, qui va me donner le nouveau prix. Voilà. Bon, en vrai, je vais vous la montrer, cette méthode secrète. Est-ce que j'ai confiance? Ah, c'est en vidéo, Cyril. Oui, c'est en vidéo en plus, c'est un aide. On fera le diffuser, ça va être au-dessus, je pense. Bon. Hop. Pardon, c'est pas facile. Alors c'est un pasta presseur qui a 2 semaines et demie le midi, donc. On n'a pas fait d'études de marché brillantes pour voir, voilà. Donc. Les sandwichs. Voilà, vous pouvez savoir concrètement, voilà, notre marge c'est 50 centimes à chaque fois. Et on a essayé une fabuleuse formule, très beau polynôme pour calculer tous nos pâtes. Bon, sérieusement, revenons à du code qui nous intéresse plus. Donc voilà, on a dit, on reprend la logique, j'ai calculé mon prix, qu'est-ce que je fais après? Je le publie. Donc là, tu n'as pas de séquenceur à ce moment-là quand tu fais le compute. Maintenant, j'ai pas besoin de séquenceur. Pourquoi j'ai pas de séquenceur? Parce qu'en fait, quand on vient un peu plus haut, bon, j'aurais pu en mettre un, mais ça serait vraiment gâché. Je suis déjà finalement dans une zone sécurisée. Je sais que j'ai lancé un workflow, qui est mon workflow de leur calcul, et le déclencheur du workflow, c'est l'arrivée du prix, qui déclenche leur calcul. Donc je suis dans cette instance et je suis sécurisé. Je n'ai pas besoin de wrapper toute mes méthodes du moment que je suis appelé que par du code qui est déjà sécurisé. Ce n'est pas un problème. Donc, tu vas sécuriser avec le séquenceur tes méthodes publiques. Voilà. Qui doivent être paralysées ou protégées contre. Exactement. Contre les conditions. Bon, pour finir un peu, je vous passe le test pour savoir si les prix on a reçu. C'est pas forcément passionnant. Voilà comment on fait une notification en .NET pour ceux qui ne sauraient pas. On vérifie qu'il y a au moins quelqu'un d'abonné. Et après, c'est un simple appel qui va charger de notifier tous les abonnés. C'est là où on appellera notre middleware. Voilà. Enfin, notre Donc port, on y notre revient. adapteur. Tout le secret du séquenceur, on le voit finalement, c'est effectivement une syntaxe qui est assez légère et qui, grosso modo, est équivalent à ce qu'on verrait si on avait un lock. En fait. Si on avait un lock. Sauf que comme c'est pas un lock, on n'a pas de risque de deadlock. Donc on va continuer un peu plus tard, avant d'y revenir. Oups. Donc. Ok, donc d'autres avantages du séquenceur. C'est la lisibilité, la simplicité. Même quand bien même on aurait du code déjà avec des verrous, etc., on pourrait le porter très facilement avec les séquenceurs parce que on prend le même bout de code et on le met dans la lambda au lieu de le mettre à l'intérieur d'un lock. Et on l'a fait. La fiabilité, c'est qu'on n'a plus de deadlock avec ça, garantie, et que c'est pas bloquant. Tout est asynchrone. En revanche, il va nous manquer un autre outil. Vous voyez arriver ou pas? Bah oui, forcément. Mais... Hein? Un thread pool, bah oui. Oui, mais le thread pool, ça en fait, c'est une dépendance, on va dire, du séquenceur. Le séquenceur, il va avoir besoin d'une unité d'exécution racine, qui peut être un worker thread, un pool de thread, mais il y en a plein. Il y en a plein. Ça sera un autre volet intéressant. C'est composable, on le verra après. Oui, notre maître, il nous dit, bah oui, de l'eau qui dort, se méfier, il faut. Il n'est pas toujours très clair, notre maître. Moi, je trouve, moi. Mais c'est le problème des pics de charge. Bah oui, le problème des pics de charge, c'est comment absorber les pics de charge sans prendre de la latence. Quand il y a des torrents de market data qui tombent sur notre pasta pricer, comment on fait si le prix des calculs de pâtes prend un certain temps? Comment on fait pour ne pas se laisser submerger et commencer à prendre du retard et calculer des prix des pâtes qui finalement, vu qu'elles sont longues, on va dépiler de la market data qui sera déjà trop vieille et remplacer par d'autres, etc. On va prendre du retard. Et perdre du pognon. Et du coup, oui, en finance, le retard, souvent, c'est du pognon. Donc, c'est l'argent. On va essayer d'illustrer ça avec des post-it. On va prendre un système qui est déjà chargé. Alors ça ressemble à quoi un système qui est déjà chargé? Ça ressemble à un système
chacun des threads du pool a un agent, quelque chose qui fait du travail. Donc là, il y a les gnocchi épinards, rôti épinards et pitchi épinards qui travaillent. Ils sont en pleine... Bon, on va les rétrécir un peu parce que c'est pas ça le propos. Le propos, c'est ce qui arrive en entrée du système. Donc, un message arrive. On le déchiffre, les EBIO 3,50 €. Très bien, mais là, il n'y a aucun pool du thread qui est disponible pour processer cette entrée. Ce qui va se passer, notre file là, en entrée, elle va servir à accumuler un peu tout ce qu'on a. Farine bio, 1,10 €. Ça vient se mettre dans la file d'entrée. Les œufs bio, ça c'est plus embêtant parce qu'on avait déjà le prix des œufs bio à 3,50 €. Et là, il y en a un autre qui vient se mettre ensuite. Farine, pareil. Le blé bio, voilà, tout ça vient s'engorger. Alors là, les threads, ils bossent à un moment donné, ils vont finir leurs tâches, chacun les uns après les autres. Donc voilà, ça va publier les prix et les threads du pool vont redevenir disponibles. Qu'est-ce qui va se passer? Les œufs bio tout en premier, là, le premier de la liste, il va être dépilé et traité. Mais là, on a un souci, je ne sais pas si vous le voyez. Le prix des œufs bio, il commence là, et en fait, il y en a un qui est plus frais, qui est plus récent, qui vient de nous arriver, en dernier. Alors, on aimerait bien, en fait, travailler avec un prix plus frais qu'un vieux prix, parce que dépenser de la CPU pour fournir des prix du passé, c'est pas génial. Et puis toi, ça va te coûter de l'argent. Donc j'aime pas. Donc, Je fonctionne simplement. en cas de pic de charge, la question c'est comment dépenser sa CPU à bon escient. C'est ça la question. Eh bien, on a une solution pour ça s'appelle la conflation. Alors, c'est pas nous qui l'avons inventé, hein. Là, c'est un terme qu'on retrouve dans certains middleware en finance, puis dans tout un tas de systèmes. Alors, c'est quoi la conflation? C'est le moyen d'amortir les pics de charge, mais que quand le système est bien occupé. C'est-à-dire, quand le système est occupé, c'est là où la conflation va s'activer. On peut voir ça comme un amortisseur, en quelque sorte, pour notre système. Il y a plein de types de conflation, on va en montrer deux aujourd'hui. La première stratégie de conflation, c'est le bulking. C'est le dernier message sur un même sujet, annule et remplace le précédent. Donc tant qu'on n'a pas consommé le message de ce sujet-là, quand il y en a un nouveau qui arrive, on annule l'ancien et on remplace par le nouveau. Donc là, c'est assez clair pour tout le monde ou pas? Stratégie annule et remplace. L'autre stratégie, c'est le merge. Donc le dernier message sur le même sujet vient fusionner son contenu avec le précédent. Bien souvent dans les messaging qu'on a, en fait, on reçoit des updates. Et c'est pas toutes les informations, le prix d'achat, le prix à la vente, etc. qu'on reçoit, c'est juste ce qui a changé. Qu'est-ce qui a changé? Donc il faut qu'on reconsolide l'état. Donc là, en l'occurrence, en T0, on reçoit le prix des œufs bio pour 5 kg, c'est 20 €. Juste après, on va recevoir en T1 le prix des œufs bio pour 1 kg, c'est 5 €. Et bien, on veut que le résultat de la stratégie de merge, ça soit le prix des œufs bio, c'est 5 € pour 1 kg et 20 € pour 5 kg. C'est ça le résultat de l'application de la conflation de type merge. Alors attention, il ne faut pas confondre la conflation avec de l'échantillonnage. C'est pas l'extraction de valeur de manière discrète. C'est vraiment un prix sur 5. un prix sur 5. C'est pas du tout ça. C'est vraiment, on conserve toutes les informations qui sont utiles par rapport à notre algorithme, par rapport à nos besoins. On va s'imaginer le même pic de charge que tout à l'heure avec la conflation activée. La conflation, vous la voyez, c'est peut-être pas tous au fond, c'est une espèce d'amortisseur en entrée qui est appliqué sur la file en entrée. Nos systèmes, il est déjà chargé, c'est le même problème que tout à l'heure. On reçoit des messages, EBIO 3,50 €, ça vient dans la file. Un autre message, farine bio 1,10 €, le système n'est toujours pas disponible pour le traiter. Puis là, on a un nouveau message, tiens, c'est les œufs bio, tiens, on l'a déjà. Comme on a activé la conflation, c'est le petit truc vert là, qui tourne, qui s'active, et bien en fait, on va fusionner. Donc c'est le annuler remplace, c'est le bulking, et on va garder que le prix des œufs bio, c'est 3,90 €, qui est le nouveau prix, qui est ce qu'on vient de recevoir à l'instant. On continue, la farine bio 1,10 €, on l'a déjà, ça fusionne. Et le blé bio, on l'avait pas déjà, bio 1,70 €, 3,50 €. Très volatile le prix des œufs bio. Ouais, c'est assez volatile, effectivement. Le système qui est déjà chargé, vous voyez, il commence à se libérer. Ce qui fait que quand il va se libérer, eh bien, on va travailler qu'avec les dernières informations utiles. Alors, on va dépenser moins de CPU, on va prendre moins de retard, on sera plus intéressant, c'est un plus intéressant. Plus prix frais et engorgement limité. Ça va limiter vraiment l'engorgement. Alors, oui, bas pression obligatoire. C'est que la conflation, ça ne s'exerce que sur un système qui est déjà occupé. Ça ne travaille pas sinon. Alors, parfois sur les systèmes, on était tout content, on a mis de la conflation en entrée, c'est super, c'est génial. Et puis, partout. Et puis tout d'un coup, il y a un nouveau développeur qui arrive dans l'équipe. On l'a laissé un peu tout seul, on n'a pas fait suffisamment de paires avec lui, etc. Et puis il s'est dit, ah c'est génial, Un nouveau jouet. Un nouveau jouet, c'est de la programmation asynchrone, c'est réactif et tout. Donc tout va être asynchrone, tout va être réactif.
Donc en gros, il va se faire plaisir, il va rajouter des fils intermédiaires là. Là, il va rajouter une file intermédiaire là sur l'étape de calcul. On a déjà une en entrée. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il va se passer la chose suivante, c'est que les œufs bio, ça arrive. Ok, on l'a dit, le système il est libre, donc en fait ça va être consommé tout de suite. Et le thread là, il travaille ici. Qu'est-ce qu'il va faire? À partir du moment où il va déposer dans sa file là, bah, en fait il va être disponible et il va revenir là. Il va redevenir, au lieu de faire le calcul et le travail, il va revenir disponible pour traiter d'autres entrées. Alors là, je vous les ai mis en gris, c'est pour vous dire que c'est déjà chargé. Hein. On n'est que sur ce seul thread là. Donc il y a un autre prix qui arrive, farine bio, bio. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la conflation là, qui est en entrée, qu'on a mis en entrée, elle va jamais avoir l'occasion de s'exercer. Puisque toutes les informations vont se déverser dans notre buffer intermédiaire du milieu. Qu'est-ce qui va se passer? Notre système qu'on pensait safe, parfait, etc., qui prenait pas de latence dans les pics de charge, eh bien en fait il va commencer à s'engorger, mais par le milieu. Pas au début, mais par le milieu. Et ben, les prix qu'on va faire, ben, on va prendre du retard par le centre. C'est pas super évident à constater la première fois. Au début, ça pique un peu les yeux, on se dit mais j'ai mis de la conflation, je comprends pas, etc. En fait, en voyant bien, ce qui se passe, c'est qu'un buffer intermédiaire. Un système de feedback, donc il faut qu'il y ait du feedback. Exactement. Donc on a besoin de back pressure. Donc en gros, à tous les niveaux, éviter les buffers ou les fils intermédiaires sans conflation pour que la conflation soit vraiment effective. Ça, c'est ce que nous avait dit le maître, mais on l'avait pas écouté à l'époque. Donc, il fait peur, le maître en même temps. Ouais, il fait un peu peur. Ouais. Donc pour juguler les pics de charge, ne jamais bloquer. C'est une règle c'est clair. Et utiliser de la conflation. C'est les deux règles qu'on s'exerce à mettre en œuvre pour éviter d'avoir des soucis. Alors là, du coup, Cyril, tu peux nous montrer peut-être une démo, parce que tout à l'heure, on a vu une partie du code On va essayer de faire marcher. Du pasta pricer. Ouais. Je te laisse la place. Si mon pricer, hop, je vais avec mon pricer magique. Petite démo. Alors. Et qu'on y va. Ah. Donc le pasta pricer. On va démarrer notre pricer là, et puis on va le faire tourner. Ouais, il est un peu cheap, hein, parce que. Il est cheap, on fait des économies. Ouais, c'est ça, ouais. Ça prend l'application console qui tourne. Donc on va le lancer là, et puis sans conflation, parce que c'est un peu objectif de montrer que ça sert à quelque chose. Donc voilà, là il calcule comme un fou. On a vu, c'est le code de tout à l'heure. Je pourrais vous montrer la partie du constructeur. Ce qui se passe là, c'est qu'on a des générateurs de market data en entrée qui vont générer du flux, prix des œufs, prix de la farine, etc. C'est ça qu'on. Exactement. Donc là on voit, il bosse. On le bourrine pas mal. Hein. Je sais plus. Là, il n'y a pas grand chose. On doit avoir 5 ou 6 recettes, donc ça doit utiliser 5 ou 6 cœurs. On en est où? Voyons voir. Oui, voilà, ça utilise 4-5 heures. Bon, on va tout de suite voir un autre truc amusant. Si on zoome un peu sur les caractéristiques de perche de notre process, là, on voit là, il utilise 60% de CPU. Alors, il utilise 60% parce qu'on n'a pas mis 2400 pâtes. Hein. On ne l'a pas encore fabriqué pour qu'il fasse 2400 pâtes. On n'a mis que quelques recettes. Donc voilà, donc il consomme que le CPU qu'il a besoin de consommer. Par contre, on voit côté mémoire s'il se passe des choses intéressantes. 1 giga de mémoire déjà. 1 giga. C'est sûr que c'est gros. On va l'arrêter quand même. Si on a prévu qu'on puisse s'arrêter. Donc je vais lui demander de s'arrêter. Ouais. Alors, en rouge, on voit pas bien. On voit pas bien parce que moi je suis de couleur, mais là il sait qu'il a arrêté, donc il est en train de nous raconter, il est en train de dire que tout ce que je suis en train de vous raconter là, c'est que je suis en retard en fait. Tout ce que je vous dis là, c'est des prix dont j'aurais dû vous parler avant. Parce que dès que moi j'ai appuyé sur entrée, les prix du marché, le marché s'arrête. Les prix ne bougent plus. Donc ce que tu veux dire, c'est que tous les prix qu'on a reçus de la market data pendant qu'il était en train de travailler, comme on reçoit beaucoup de market data, ça s'est engorgé en entrée. Voilà. Et c'est tout ce qu'on a accumulé parce qu'on était trop long à calculer, qui maintenant se flush après le stop. Donc là en fait Ouais, ça bouge. Hein, Alors, on va voir, ça va être amusant parce que de la même façon, je ne sais pas si on aura la patience d'attendre qu'il ait fini. On va voir que la charge CPU va petit à petit descendre parce que au fur et à mesure que certaines recettes vont vont retrouver un niveau stable, elles n'ont plus besoin de calculer, donc elles vont s'arrêter. Donc on va voir les cœurs s'arrêter un par un. Donc la fréquence va descendre comme ça. Ouais. Parce que du coup, comme j'ai 5 recettes de pâtes, et que là il n'y a que 5 recettes et pas 2400, j'ai 2400, ce serait pas le problème. Et j'en ai du coup, et que le calcul des pâtes il se fait sur un seul thread, il n'est pas paralysé, je peux consommer que 5 threads au maximum en fait. Parce qu'on a 5 pâtes, mais d'ici quelques jours on finira ce pasta pricer pour qu'il fasse les 2400 et vous pourrez jouer avec. Pour dire le contrat initial. Bon, je pense qu'on va l'arrêter parce que j'ai la flemme. Sur mon MacBook Air, on arrivait à saturer à 100% dans certains cas, mais parce que j'ai moins de cœur et que.
Là, c'est un i7, donc avec de l'hyperthreading, donc il y en a 8. Il s'arrête. Alors, il s'arrête. Alors, moyen. juste pour dire, là, il s'est arrêté. On avait déjà traité 800 000, Oui, ce que vous pouvez 800 pas 000 voir, prix en retard. Hein, voilà. Bon. c'est qu'on a, on a dépensé de la CPU pour 800 000 prix une fois que c'était. Concrètement, on était quand même en retard. Donc, c'est pas super. Tu avais accumulé 800 000 inputs que tu n'avais Voilà. pas traités avant de. Ok. En gros, il était complètement à côté de la plaque. C'est comme ça qu'on dit. Donc, on va relancer. Puis cette fois, quand même, on n'est pas con. On va activer La la conflation. conflation, parce que c'est l'objectif. On va le lancer. Et là, c'est parti. Alors, déjà, on va aller regarder un peu sa signature CPU. C'est après, c'est vrai. Il est là-haut. Je vois. Je le maximise. On va voir que déjà, il consomme un peu moins de CPU. Parce qu'on a libéré de la charge et puis il consomme plus de mémoire. Là, il n'est plus rien à foutre. Parce qu'il est dans une logique où il dit qu'il calcule que quand il en a besoin, et spontanément, il fait beaucoup plus d'économies. Et puis du coup, l'autre effet bénéfique, c'est quand je l'arrête, il s'arrête. Voilà. On peut voir là, concrètement, il nous a donné les prix. Combien Il a publié 23 prix en retard, qui correspond finalement au temps que le thread de publication s'arrête. Il y a encore un petit peu de boulot. C'est pas instantané, mais on voit tout de suite l'effet. L'input, c'est le même. On pourrait montrer, là, l'input, c'est un thread par ingrédient, donc il y aura 4-5 threads qui bombardent 500 fois le même prix, donc qui se réveillent toutes les 10 millisecondes. Ouais. Exactement. Non. La conflation en l'occurrence, c'est du bulking, donc ça consiste juste à dire je garde le dernier prix que j'ai reçu. Donc c'est trivial. On va voir le code C'est trivial, on éventuellement. va voir le code. Ouais. Alors, je sais pourquoi tu poses la question. C'est parce que malheureusement, il y a un biais qui est introduit par le dessin. J'ai réalisé quand on voit la présentation, c'est que quand on voit la présentation, Thomas montre que la conflation se fait sur la file d'entrée de tous les agents. C'est pas ça en fait. En fait, la conflation, elle est intégrée à chaque agent. C'est chaque agent qui fait ça. Parce que sinon, on a un problème de synchronisation. Donc effectivement, la représentation est trompeuse. Je vois qu'on a un public qui suit bien et ça fait plaisir. Sinon, ça serait... Exactement. Et bien, il n'y a même pas besoin de faire ça. En fait, on va voir, c'est là où je vais montrer un peu à quoi ressemble le constructeur. Parce que c'est là où se détermine la façon, le type de séquence que je vais utiliser. Remonte le code peut-être. Ça, c'est le Oui, constructeur de j'en l'agent remonte qui le code, calcule j'en remonte. une Donc, part. voilà. Donc notre agent de calcul, il reçoit un séquenceur. Et la première chose qu'il fait, il va dire si jamais j'ai activé la conflation, je vais me construire une façade qui s'appelle un bulking dispatcher. Et le bulking dispatcher, sa logique, elle est assez. C'est comme pas bien. un principe de poupée russe en fait. On va avoir pour cette instance de patte un séquenceur et pour différents types d'informations. C'est une chaîne de responsabilité. C'est ça. Et on va le wrapper avec du séquenceur pour les œufs, du séquenceur pour la farine, du séquenceur pour les parfums. Donc le bulking dispatcher, on pourrait dire en fait c'est une file d'attente de une entrée. Donc la file d'entrée, soit la file d'attente est vide et je mets mon entrée, soit la file d'attente est pleine et je remplace l'entrée qui est déjà là. Et puis quand je suis prêt pour la traiter, de toute façon j'ai qu'une entrée à traiter, donc je vais traiter la dernière reçue. Donc c'est absolument pas sorcier. C'est vraiment des choses qui sont très simples à implémenter, fondamentalement. Alors après il y a un travail à faire qui n'est pas encore fait dans la version open source pour que ça soit le plus performant possible. Mais fondamentalement, ce sont des choses hyper simples. Oui. Ouais. Pour chacun de mes ingrédients, parce qu'évidemment. Oui, la vision était trompeur. Oui. Oui. Non. Non, j'ai pas d'ordre. J'ai pas de garantie d'ordre, mais c'est une très bonne question. C'est une question que je me suis posée à l'époque quand j'ai commencé à travailler là-dessus. En fait, dans la pratique, quand on creuse bien, en fait, non, c'est pas important. Là, ils sont tous le même séquenceur, donc c'est-à-dire que ce qui est en sous-jacent. Oui, non, il va être traité séquentiellement, mais effectivement, le respect de l'ordre que tu as entre des prix de farine et des prix de pâte, ça se montrait un peu. On voyait déjà, de toute façon, effectivement, dans l'autre, on avait qu'un. On voyait que le dernier prix bio, mécaniquement, il était traité finalement avant le prix de farine qui n'avait jamais été mis à jour, parce que c'était des œufs bio qui étaient en entrée. Alors évidemment, s'il y a une dépendance forte par rapport à un respect d'ordre, il va falloir utiliser une autre stratégie, voire éventuellement mettre un seul séquenceur. Qui lui va garantir une séquence. Donc si je mets un séquenceur à un endroit, je vais garantir que tout ce qui se passe ensuite sera traité de façon complètement séquentielle, et puis ma stratégie de bulking va devenir éventuellement différente.
Ça dépend des besoins. Mais en fait, dans la pratique, sur le système où nous on travaille, typiquement, c'est pas un problème. C'est typiquement pour moi, comme ça intuitivement, je dirais que c'est pas un problème si on est dans une situation où on peut abandonner des événements. Et c'est ce qu'on fait. On dit les événements passés n'ont aucun intérêt. Donc quand on creuse l'idée, dire est-ce que vraiment cet ordre relatif avait de l'importance? Probablement pas en fait. En plus de ça, on se rend compte très vite que sur des systèmes très stressés, il y a beaucoup de facteurs de bruit en termes d'ordre d'entrée. Et en fait, déjà, l'ordre d'information qu'on reçoit n'est finalement déjà qu'une approximation de l'ordre réel. Donc on perd pas grand-chose. Oui, enfin, il n'est pas typé, hein, mais. Ah non, parce que en fait, très souvent, l'exemple qu'on donne dans ces caractéristiques est assez réaliste des enjeux des produits financiers. L'essentiel des produits financiers, ce qu'on appelle, c'est des dérivés. Donc, c'est des produits qui sont construits à partir d'autres. Et il y a quelques produits sous-jacents fondamentaux qui ne sont pas très nombreux, et qui sont beaucoup moins nombreux que les dérivés. Donc, dans la pratique, la plupart de nos systèmes, effectivement, on va écouter quelques dizaines, voire quelques centaines de flux d'entrée, et en sortie, on va faire plusieurs milliers. On va dériver des milliers de variantes. Donc, effectivement, on n'a pas besoin. Puis après, pour revenir à ce qu'on est au début, c'est vraiment des artefacts hyper légers. Hein. C'est à peine plus gros qu'un champ. Hein. Tu peux en créer autant que tu veux, et c'est ton fonctionnel qui va te déterminer combien de séquenceurs ou combien de bulkers. Voilà. Notre bulking dispatcher, il a juste un objet qui va servir pour poser un verrou dessus parce que c'est une implémentation naïve. Il a une référence à son sous-jacent pour savoir qui exécute concrètement des tâches. Et puis il a un token pour garder la dernière action exécutée. Basta. Donc je pourrais en foutre 15 000 dans mon système au besoin, ça ne serait pas un souci. Et il travaille avec une unité d'exécution racine qu'on lui donne au constructeur. C'est là où c'est le pool de thread, le worker thread. Voilà. Si ça vous convient, je propose qu'on finisse la présentation, quitte à ce qu'on revienne après là-dessus. Je pense que de toute façon, on a bientôt fini. Bon, on a bientôt fini, oui, on va conclure. Je pense dans 6 minutes, même pas 5 minutes. Alors, hop. On va essayer de résumer un peu tout le message. Ouais, et puis on va aussi quelques facteurs clés pour le succès. Donc là, on va montrer des patterns, etc. Premier, c'est l'importance de la modélisation dans votre parallélisme. Notre jeune développeur qui a rejoint l'équipe à un moment donné, qui était un peu foufou, il est tombé dans le truc du « Ah, on fait de la synchrone, c'est génial, je vais en mettre partout ». Non, en fait, tout n'est pas parallélisable et il y a vraiment un besoin de modélisation fonctionnelle. Il faut réfléchir. De tout paralléliser. Voilà. Donc il faut vraiment réfléchir à ce qui a du sens d'être parallélisé, pourquoi, etc. Donc nous, on l'a représenté avec des post-it, le formalisme de votre choix, mais c'est important de ne pas se laisser piloter par les librairies et les outils, que ce soit vous qui contrôliez fonctionnellement ce qu'on parallélise et ce qu'on ne parallélise pas. C'est un peu ce qu'on a fait avec notre dessin. C'est pas une représentation forcément fidèle, mais c'est un peu ce qu'on a fait avant. Ouais. L'autre point clé, et à mon avis, je vous apprends rien ici au Perfug, si vous venez au Perfug, c'est que c'est des sujets qui vous intéressent, c'est l'importance de la mesure. Donc voilà, avec des motos type don't guess, mesure. C'est voilà, faut mesurer. Pour ça, il y a une presse de Coda L qui parle de sa librairie Metrix, qui elle a des soucis, mais en tout cas sa presse elle est géniale. C'est quoi Metrix Everywhere, je crois. Donc le Mind the Gap. Et puis Gil Tenney qui fait un super travail autour de la latence, qui est une grosse brute technique et qui dans, je crois que c'est une présentation qui s'appelle How Not to Measure Latency. C'est toutes les erreurs et les pièges à éviter quand on veut mesurer la latence, qui est un cas un peu particulier. Qui a publié plein de temps un framework aussi. Ouais, des outils pour éviter de tomber dans ces pièges, coordinated omission, il y a tout un tas de pièges voilà, quand on mesure, et quand on mesure de la latence en particulier. Il y a des références à la fin des slides si ça vous intéresse. Alors, on peut donner on demande au métier déjà. On va demander au métier d'abord. Quels sont les SLA ? Mais il y a déjà quelque chose, on mesure assez facilement le temps de traversée. Hein. Si je reprends notre exemple de tout à l'heure, en supposant que je note l'heure d'arrivée de chacun de mes prix là. Ouais. Si quand je publie mon prix de sortie, j'inclus dedans le prix du dernier événement reçu, ça me donnera une bonne indication du temps que j'ai passé à traverser. Oui. À ceux qu'on aurait abandonnés ? Ouais, ceux qu'on discarde. Oui.
Oui, alors, mais c'est pour ça, hein, la mesure du prix théorique de retard, c'est quelque chose d'assez compliqué. Dans la plupart des systèmes, en fait, ce qui se passe quand on design ce type de système, c'est que le temps de traitement est quand même négligeable par rapport au risque de retard. Donc du coup, la question, c'est pas Non, il y a l'écart serait pas significatif en fait. Cet écart-là, dû à l'ordonnancement de méprise des farines, serait pas un impact significatif. L'introduction de la conflation impacte la façon de calculer la La latence. latence, clairement, oui. Ouais. Il y a une approximation, ouais, il y a une approximation de résultat. Et puis en fait, bon, on évite de prendre plus de retard en fait. Alors du coup, quand on mesure effectivement naïvement la latence, on va mesurer le temps de calcul. Le temps de retard, c'est de finalement savoir combien de temps on a mis pour calculer un prix par rapport au moment théorique où on aurait dû le produire. Et quand on creuse vraiment, un peu comme tu commences à le faire, c'est très compliqué à définir le moment où effectivement le prix théorique doit être fixé. Parce qu'en fait, comme c'est en constant mouvement, tu reçois un update pendant que tu es en train de calculer, qu'est-ce que tu dois faire comme stratégie? Ça pose d'autres questions, est-ce que c'est intelligent d'abandonner le calcul et de recommencer, etc. Quand on va vraiment. Alors ça, c'était pas une réussite quand on a essayé de faire ça. On a essayé de faire ça, non, on s'est aperçu que dans la pratique. D'abandonner un calcul, commencer un calcul et de se faire abandonner parce qu'il y a un input pour ce calcul qui arrive. C'est une fausse bonne idée. Ouais. C'est une fausse bonne idée puisqu'on se retrouve dans des situations. On peut être en starvation parce qu'en fait, on peut se retrouver dans une situation où on sursoit tellement de flux, bah, on se calcule. On passe notre CPU à s'abandonner en fait. À abandonner et à refaire des débuts de calcul, etc. Donc voilà. Mais c'est tout un tas de stratégies. Voilà. Ouais. Ça vaudrait peut-être une autre presse. Ouais. Et bien, ça va être dans l'API, parce que fondamentalement, ça ressemble beaucoup à un système acteur, hein, pas ouais. pas se mentir. Mais la grosse différence, c'est l'API. Comment tu utilises? Là, tu vas avoir, à la limite, du code qui a déjà des verrous, etc. Bah, tu vas déjà pouvoir l'exploiter assez facilement. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme différence peut-être sur le... Bon, la principale différence, c'est les API. La non-affinité peut-être avec les threads dans certains cas, mais après, ça dépend des librairies. Oui. Mais la différence d'API est très significative pour nous, parce que si on a un système à message, le coût de fabrication des messages et le coût de dispatching des messages va être supérieur finalement. On est sur un système qui est plus couplé, là, on a vu, on se branche concrètement. On ne parle pas de mailbox, on parle juste d'un appel d'API. La mailbox, c'est une logique interne, et donc du coup, c'est plus performant. Mais c'est une approche différente, l'enjeu est un peu différent. Par contre, contrairement à un système à acteur ou à agent, faire du distribué, c'est plus compliqué. Et il y a aussi un aspect qu'on n'a peut-être pas vraiment illustré, c'est la composabilité aussi des opérations. C'est-à-dire qu'on a tout un tas de stratégies, on a parlé là de séquencement, on a parlé de conflation. Il y a tout un tas d'autres stratégies qui arrivent et on peut composer un peu comme les chaînes de responsabilité ou comme les. Donc c'est voilà, à l'usage. On a deux. On a deux systèmes. Alors, en général. Ouais. Typiquement c'est ça. Ouais. Et on se sert du middleware de nos middleware préférés pour cette partie-là en fait. On ce type de système, parce qu'on a d'autres systèmes qui eux sont plus stateful. Donc dans ce cas, on a des approches différentes. Mais sur les systèmes stateful, on préfère repartir d'une page blanche. Donc c'est moins, enfin voilà, c'est des systèmes qui vont travailler sur les marchés justement. Et là ils sont stateful parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ont des proxys sur des objets qui sont sur les marchés. Donc là, en général, on n'a pas moyen de les paralyser et on traite ça en un abandon plus simple. Bon, on peut demander un avis à notre maître. Bah, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit un ensemble de propriétés, un système réactif est. Bon, bah on va finir. On va aller voir un peu, ouais, donc on va revenir un peu pour l'Active Manifesto, parce qu'on peut quand même faire un lien par rapport aux concepts qu'on a vus, qui sont, donc rappel, le Reactive Manifesto. Ça parle à tout le monde le Reactive Manifesto ou pas? Non, c'est intéressant. J'aurais supposé que oui et j'avais tort, donc tiens, je te laisse en parler, t'en parles mieux que moi. Non, enfin, c'est quelques personnes qui se sont réunies en disant que ça serait bien de trouver une terminologie ou des termes communs pour caractériser des systèmes qui ont des propriétés. Ces propriétés sont les suivantes. Alors là, c'est le V2 qui vient d'être publié, donc ils ont changé 2-3 trucs. Propriété de réagir aux événements. Donc ça, c'est le côté event-driven du truc. Maintenant, ils ont mis message-driven. Ils ont précisé un peu plus. La propriété de réagir aux charges. Donc c'est ce qu'on a vu aujourd'hui avec les étoiles. C'est les deux sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Donc capacité à absorber des gros pics de charge sans se voir noyer. La capacité de réagir aux pannes, donc là, à l'instar d'Erlang et de systèmes de superviseurs, etc.,
Nos systèmes, en général, dès qu'il y a un truc qui se passe mal, on se tire une balle dans la tête. Sur un agent isolé ou sur tout un système, parce qu'on ne veut pas, dans le doute, pas publier de faux prix, etc. Donc il y a des stratégies de bulking, d'isolation, de silotage, etc. Et puis donc capacité à survivre aux pannes. Et puis le dernier point, c'est capacité à être responsif. Alors je sais pas comment dire en français, d'avoir répondre rapidement aux sollicitations. Donc voilà, c'est les 4 grosses caractéristiques des systèmes réactifs. On a un peu parlé de responsive là, on a beaucoup parlé d'élastique parce qu'on a adressé la scalabilité verticale qui est vraiment un jeu important. Sur la partie responsive, c'est Martin Thompson qui en parle très souvent et très régulièrement. Voilà, et c'est Jonas, comment il s'appelle, Jonas Bonner et puis Martin Thompson et puis 2-3 autres voilà, qui ont rafraîchi ce manifeste-là. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on va dire vite fait donc comme on a vu, c'était quand même important ça c'est un message important parce que c'est quand même la mode de le réactif. Donc dire la programmation réactive c'est quand même pas un marteau en or, hein, c'est pas parce qu'on choisit un React quelconque que soudainement, magiquement, rien que d'avoir intégré du React, ça permet de faire un système qui est réactif. C'est un peu compliqué, c'est plutôt un exercice de design, hein. C'est pas une question de solution, c'est un exercice de design, c'est aussi ce qu'on voulait montrer aujourd'hui. C'est un peu ce que dit un peu le manifeste aussi, hein. On ne parle pas de solution, on parle plutôt de design et propriété. Exactement, de propriété. Et ça reste quelque chose qui a encore un terrain à creuser et dans lequel il y a des patterns encore clairement à inventer et à faire. Voilà, donc les 3 messages c'est ça, hein, c'est de dire surtout, voilà, c'est parce qu'on utilise quelque chose qui est flagué réactif que soudainement on fait du réactif. Il ne faut plus vraiment se concentrer sur les enjeux de design et du coup il y a des choses encore, il y a des choses à inventer. Et une dernière chose, si peut-être. On va la parler tout à l'heure. Donc Mission, c'est quoi? C'est une librairie open source, alors pour l'instant qui est en .NET, mais qu'on pourrait porter très très facilement de notre point de vue en d'autres langages. Java étant le plus évident. Donc qui offre ces primitives-là. Donc c'est sur la base de ce qu'on a fait depuis des années à la SOG. De ce qu'on a fait. On n'a pas le droit de pousser à l'extérieur. Donc du coup, on se la réimplémente, mais en version un peu différente. Voilà. Mission Statement. Alors. Les grands objectifs, c'est ça, c'est de dire une application scalable verticalement, c'est la première volonté, hein, c'est comment on exploite les multicœurs parce que c'est important. Ça permet quand même de faire des applications puissantes et moins complexes que d'utiliser des systèmes distribués. Et puis dans nos enjeux, quand on parle de système on a des gros enjeux de latence, rester en même machine, c'est quand même important pour nous. Super important faire des applications deadlock free parce que je pourrais faire une autre présentation pour raconter comment au fil des ans et au fil des différents développeurs, on introduit des deadlocks de façon très imaginative dans toutes les applications. Et comment ça coûte beaucoup plus cher d'aller chercher. Et malgré tous les experts. Malgré tous les experts qu'on veut. On en a usé quelques-uns, des experts. Un enjeu qui consiste à dire rendre la concurrence le plus digeste possible, donc la masquer, mais pas trop, de façon à ce qu'elle soit accessible. C'est ce qu'on a vu. Hein, le code, il ressemblait encore un peu à l'utilisation de lock, avec une petite variante. Quelque chose qu'on n'a pas du tout exploré aujourd'hui, mais qui est très important. C'est un enjeu qui dit le modèle de concurrence doit être modifiable a posteriori. Ça, c'est très important. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans nos systèmes, c'est de dire, ça rejoint l'enjeu de la mesure, c'est au début, on va partir. On va supposer, si je prends mon système de tout à l'heure, on avait de la calcul, on avait de la publication, on peut imaginer qu'on a d'autres étapes dans notre workflow. Et on va partir avec un a priori. L'a priori, c'est-à-dire, j'ai un étage de calcul, c'est là où il faut que je mette un maximum de CPU. Je vais prendre 1 ou 2 cœurs, 1 ou 2 threads pour faire le premier étage, 1 ou 2 threads pour faire la publication, et le reste, ça va être le calcul. Je vais partir en prod. Puis je vais m'apercevoir que finalement, je n'utilise pas tout mon CPU parce que j'ai pas fait la bonne répartition. Parce que tu n'as pas fait tes tests. Parce que j'ai pas fait mes tests, j'ai pas mesuré avant d'aller en prod. Et du coup, je peux revenir derrière, changer le nombre de threads. Plus intéressant encore. Tout est fait, même limite à la configuration de l'appli. Tout est fait à la configuration, pas dans la version open source encore, mais tout est faisable à la configuration. Ça veut même dire aussi que je peux choisir de mettre des files d'attente ou pas. Ça peut être asynchrone ou synchrone. Je peux revenir après et dire c'est une connerie de faire de l'asynchrone entre ces deux étages. J'ai plutôt intérêt à faire du synchrone. Parce que mon enjeu, c'est la latence. C'est plutôt ça que j'ai envie d'optimiser en termes de chemin. Donc ça, c'est un environnement important. Autre chose aussi qui était très importante, faut que ça soit testable, hein, voire même idéalement TDD. Il faut qu'on puisse designer le système, le faire émerger depuis les tests, sans que la concurrence vienne en travers de tout ça me compliquer la vie. Donc on a des unités d'exécution qui permettent d'arrêter le temps, spécifiques. Qu'on retrouve avec des RX, etc. aussi. Alors, la philosophie, du coup, c'est ça, c'est no lock, no deadlock. Donc c'était ça. L'approche. Piece of Success, ça c'est important. Donc ça vous parle, Piece of Success? L'idée de Piece of Success, c'est d'avoir une API qui oriente naturellement les gens vers le chemin, le happy path, le chemin qui va marcher, qui va
pas interdire, mais permettre aux gens de faire des choses un peu plus dangereuses, élaborées, mais via des API un peu plus tordus, de façon à ce qu'éviter que les gens se tirent une balle dans le pied sans s'en rendre compte. Ça permet d'aider finalement la montée en compétences, avant d'explorer les aspects plus compliqués. On va dire que c'est plutôt une librairie et pas un framework, donc ça c'est important, c'est de voyager léger, parce que les frameworks c'est bien, mais c'est beaucoup d'investissement, puis le temps que ça devienne mature, c'est souvent obsolète parce que les enjeux ont changé. Donc il en découle aussi que c'est des primitives, on en parlait tout à l'heure, plutôt que des acteurs. Hein. On est dans des concepts très similaires, mais on serait plutôt dans des outils qui sont des primitives qui permettent de faire des acteurs sans en être eux-mêmes. Un modèle de composition façon poupée russe, on l'a un peu vu tout à l'heure. Hein. On a un séquenceur, si on regarde un peu plus haut, on verra que le séquenceur, on le construit à partir d'un pool de threads, mais qui a exactement la même interface, et qu'au-dessus de ce séquenceur, on rajoute du bulking, et du coup, comme ça, on compose des attributs de ma chaîne. Et puis pour conclure, ce sera notre dernier slide. En fait, on vous enjoint à venir jouer avec nous. Oui. Donc, jouer comment Facile, c'est d'essayer Mission. Donc, pour nous aider à raffiner son API, parce qu'on a une API qu'on utilise déjà à la On connaît SOG. bien, mais et on baigne dedans, donc on sait pas. Peut-être qu'on a la tête dans le guidon et Ouais. que voilà, des bonnes œils choses à inventer. avertis pourraient dire, tiens, en termes de sémantique, ça serait plus logique, etc., de faire ceci et cela. Et puis, rejoignez le projet. Donc, pour l'instant, c'est une version .NET. Pourquoi pas apporter d'autres Un choses. portage Java ou autre, si l'outil vous plaît. Et voilà. Et ben, il ne reste plus qu'à vous remercier pour votre attention, parce qu'il faisait chaud et que c'était long. Merci. Merci beaucoup, vous avez été formidable. Surtout qu'on peut vous le dire maintenant, vous avez survécu à 263 slides. C'est pas évident que vous l'avez vu au début. En mode dessin animé un peu, mais... Au début du pipe et de la fin, vous êtes en asynchrone. Pardon. Je répète pour le micro. Ouais. Oui. Donc la question était de savoir si en entrée et en sortie du pipeline, vous étiez en asynchrone sur les I.O. Quoi. Oui. Je suis pas sûr de voir où. Alors non, Asynchrone par rapport à quoi? Quand tu fais ta sortie de flux, quand tu as codé ton message et que tu veux l'envoyer, est-ce que tu fais un appel synchrone fais sur un appel le socket et tu écris le socket et tu Ça va attends dépendre du l'équipement? flux que tu as derrière. Alors, Ou est-ce ton que middleware, en tu fait. l'envoies et tu t'attends, tu te barres, tu vas faire autre chose parce que pendant ce temps qu'il attend fondamentalement, l'équipement, oui, on a. Enfin, après, pour les I.O., on est dans des modèles asynchrones d'I.O. Si c'est ça le sens de ta question. à 100% I.O. asynchrone. Ça- Alors, ça va Non, dépendre ça de la dépend du qualité du middleware. middleware qu'on utilise. Quoi, voilà. et ça dépend de tes contraintes. Si c'est vraiment low latency, je sais qu'il y avait un système pendant un pricer sur le marché de change. Initialement, parce que aussi on expérimentait le système, etc., on avait mis de la conflation en entrée et de la conflation en sortie. Enfin, il y avait une espèce d'asynchronisme à la fin, juste avant de partir sur la carte réseau, enfin, sur le middleware. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on introduisait de la latence pour rien à la fin. Donc, on a pris des mesures, mais cette fois-ci de l'extérieur, avec des sondes réseau, etc. Et puis, on a vu que en rendant synchrone la dernière étape, mais parce que le middleware aussi nous l'autorisait, on a commencé à améliorer nos latences et pas s'engorger pour rien à la fin. Je sais pas si c'est clair ou si ça répond. C'est un enjeu assez important pour nous. On en parlait un peu tout à l'heure avec la composabilité. C'est que très souvent on a affaire avec des librairies, des composants Tierces. plus ou moins thread safe, plus ou moins multithreadés, qui ont différents modèles et des exigences en termes de. C'est important de pouvoir s'y adapter. Donc, sur des librairies asynchrones et hyper performantes, on va pouvoir les attaquer en synchrone. Inversement, des librairies qui ne sont pas du tout thread safe, on peut facilement les wrapper avec ce type de choses et les utiliser de façon synchrone, de façon hyper légère, sans être obligé de coller des logs partout et de se mettre en risque. Donc après, oui, ça dépend. Après, ça dépend des use cases. On essaye dans le best. Hein. On a une unité d'exécution qui elle est synchrone, qui nous sert pour certains tests et aussi avec certaines API qui elles nous imposent un modèle de threading. Ou pour faire de la basse latence. Typiquement, on va pas faire de la synchrone, on va faire du synchrone pour gagner en latence versus du parallélisme. On peut arbitrer throughput contre latence. Mais là, on va charder et en général, on va faire scalabilité horizontale. Mais tiens, le dernier slide vite fait. Regarde, c'est quelques références, les sites blogs, il y a Reactive Manifesto, le blog de Martin Thompson que vous connaissez tous vraisemblablement, il y a pas d'URL, le blog de Cyril, le mien, et alors quelques vidéos, celle de CodeAL qui est vraiment géniale si vous ne l'avez pas vue, et si les gens autour de vous ne mesurent pas assez, ça peut être un très bon vecteur d'évangélisation. C'est très convaincant son speech. C'est génial, sur la forme c'est génial, le fond aussi, sa librairie Metrics, il y a plus de choses à dire, la presse de Gilles Téné, comment ne pas mesurer. Quand on mesure pas, commencer par Metrics, c'est déjà une bonne entrée. Déjà bien. Après, Gilles Téné expliquera pourquoi c'est pas suffisant. Et puis plein de vidéos sur React, qui est une conférence, la deuxième édition va avoir lieu ou a eu lieu à San Francisco. J'étais à la première à Londres, c'était assez génial. Il y avait des gens comme Joe Armstrong, Erlang, Todd Montgomery, celui qui a inventé 29 OS, Martin Thompson, Eric Meyer,
plein d'autres. Et puis un ouvrage qui, ça c'est plus pour la partie qu'on n'a pas vraiment abordée aujourd'hui, qui était la résistance aux failures. L'ouvrage Release It, qui malgré son nom, en fait c'est un ouvrage sur le recovery orienté de programming, donc comment faire des systèmes qui se prennent des pets. L'idée c'est pas de se dire on évite d'avoir des pets ou des bugs en live, parce que ça c'est une idée naïve, c'est comment on fait des systèmes qui survivent et qui vont gérer ça au mieux, quoi. Donc rebondir, avoir des stratégies, etc. Il y a plein de patterns, il y a plein de petits patterns et plein d'histoires de prod. Ce mec-là, c'est le Jack Bauer de la prod depuis 20 ans. Il a plein d'histoires qui sont voilà, de troubleshooting. C'est génial, c'est un super ouvrage. Voilà. Question donc. Oui. Oui, elle est un peu plus offrée. La réponse est oui. Oui, ça va venir, hein, c'est juste qu'on a commencé. Là, en fait, on a fait le Devox. On a vu qu'il y avait un peu d'appétit en sortant du Devox. Ça faisait longtemps qu'on se disait qu'on le ferait peut-être, donc on a créé le projet open source. On est vraiment qu'au début, mais oui, ça va arriver. Toutes les optimisations, là, il y a des implémentations qui sont un peu naïves. On l'a vu tout à l'heure. Certaines implémentations sont naïves. Donc voilà. Après, il y a aussi les unités d'exécution sous-jacentes. Pareil, on a des stratégies, on a différents types de pools de threads, on a les IO completion ports. Enfin, il y a des sous-jacentes. On a exploré plein de choses, on a exploré plein d'API, on a pas mal de feedback sur comment ça marche, ce qui marche pas. Ça c'est intéressant. Surtout là, on se rend compte. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu passer beaucoup de développeurs sur l'API. Donc ce qui va être bien, c'est que ça nous guide pas mal dans le design, justement, en particulier sur le côté d'un speed of success, parce qu'on a vu beaucoup de gens se planter. On a appris pour corriger là-dessus. Depuis 2006, ça existe après, en prod. Après, fondamentalement, je sais bien qu'on est au perfect, donc oui, aujourd'hui, son objectif premier, c'est pas la performance de façon intrinsèque. La première façon dans laquelle il va adresser les performances, c'est de permettre de faire pour de vrai des applications qui sont scalables verticalement, sans se prendre la tête et qui soient maintenables dans la durée. C'est déjà le premier service. Et sans prendre de retard trop. Sans prendre de retard, etc. Donc adresser sur des problèmes finalement là-dessus. Après, le tuning, le fine-tuning va venir, évidemment. Mais déjà, le bénéfice est évident. D'ailleurs, de toute façon, on est parti en prod avec des premières versions qui n'avaient pas de log free. Dans la pratique, ça sert sur certains systèmes qui sont partis sur des serveurs à 2 cœurs et qui sont aujourd'hui sur du 32 cœurs et qui ont scalé. On n'a pas eu à changer le code bien. Sauf que bon, on imagine des gens qui sont venus rajouter quelques étages et faire des erreurs de design, mais fondamentalement l'API, la librairie en elle-même, elle a permis au système à traverser des générations de serveurs et à exploiter un max de plus en plus de cœurs. La clé de son succès chez nous, c'était sa simplicité. C'était vraiment bon là, ça fait beaucoup de conseils, beaucoup d'infos, etc. Je pense que vous irez voir sur GitHub, vous verrez, c'est très simple à utiliser. Et c'est ça qui a fait que ça a vachement pris par rapport à d'autres libres transverses qu'on a chez nous qui ont moins bien pris. Indépendamment de la qualité intrinsèque de l'implémentation et des services offerts. Le côté super simple, vraiment ça... Après, un des autres intérêts aussi de la mettre open source, c'est effectivement de pouvoir travailler collectivement sur l'API et sur l'implémentation. Trouver des gens qui ont envie d'aller pousser plus loin. Moi j'avais une question, si j'ai bien compris, l'implémentation aujourd'hui du séquenceur, c'est une implémentation naïve avec des locks. Même avec une implémentation avec des locks, ça limite le risque de deadlock? Oh, il n'y a pas de deadlock. Oui, pour avoir des deadlocks, il faut les utiliser mal. Il faut avoir la possibilité de... Voilà, c'est toujours l'histoire de prendre des locks pas dans le même ordre. C'est pas possible. En fait, aucun lock n'est tenu. Tous les locks qui sont utilisés dans le séquenceur sont des locks qui sont que sur des bouts de code complètement internes, jamais exposés à l'extérieur, donc on les voit pas. Il suffit de faire transactionnel et puis après, il sera vite migré sur une autre implémentation. Là, l'objectif, c'est plutôt de couvrir un peu en largeur, effectivement, d'optimiser, mais c'est un détail de l'optimiser. En évitant aux gens d'utiliser des logs dans leur code applicatif, c'est vraiment... ça enlève ce risque. Alors ici ou là, on a des gens qui débarquent et qui, soit ont pas regardé l'API, etc., et qui rajoutent des locks en plus à côté, donc là, c'est là où... Mais c'est toujours en guidant vers le bon chemin, c'est ça qui permet d'éviter les deadlocks. C'est ça l'idée. Oui. C'est ce qu'on cherche à faire. Après, c'est pas un système qui empêche les gens de mettre des logs dedans. Voilà. On dit aussi, c'est de dire, de temps en temps, il y a des gens qui passent. C'est un autre vaste débat de dire comment on fait pour empêcher les gens de faire des conneries. Aujourd'hui, on ne sait pas encore. Mais quoi qu'avec Roslyn, on a peut-être des pistes à voir un jour. Ça peut être une piste. Ouais. Je pense que moi je suis intéressé par Roslyn parce que quand on voit déjà la tronche de l'API, Roslyn c'est le futur compilateur open source de C#. Un outil qui manque aujourd'hui. C'est clair que toute la logique peut se tisser pour pas cher. Quand on voit les appels, c'est un point d'entrée dans lequel il faut wrapper et rediriger le point d'entrée dans le séquenceur. Et tout le reste du code est classique. Donc finalement, ça pourrait se marquer par des annotations quelconques sur les méthodes pour indiquer celles qui ont besoin d'être séquencées. Et ça serait fini. Ce qui simplifierait encore plus l'usage. On aurait même pu ce bout de code. On a plus besoin d'écrire le bout de code.
pour donner les caractéristiques qu'on voudra à notre système. Et, en attendant, on pourra se faire un petit plugin ReSharper qui clique droit, wrap dans un séquenceur ou un truc comme ça. Après, pour donner un autre ordre d'idée de pistes explorées, très concrètement, les dernières versions qu'on a chez nous, elles font des diagnostics aussi. Donc en fin de fonctionnement, on peut lancer en mode diagnostic. Et en fin de fonctionnement, ça va sortir un énorme rapport qui va écouter, qui va expliquer là où il y a des mauvais choix de design qui ont été faits. Donc là, c'est pas le trop de séquenceurs, pas assez. trop de séquenceurs. Et on a beaucoup de sous-jacents d'exécution, des pools de threads, on a des tas de variantes avec ou sans priorité, différentes stratégies à droite à gauche. Il va pouvoir tout un nombre de rapports en disant voilà, tel étage, tant de tâches traitées, tant de tâches abandonnées, et ça c'est pas le bon, il faut que tu changes, etc. Donc c'est plutôt un outil, simple à utiliser, mais du coup qui offre des perspectives. C'est un formidable levier. Voilà. Alors, c'est pas de l'acteur, hein, mais c'est un formidable levier. Question ? Depuis 2006, je dirais qu'il y a eu peut-être 300 développeurs qui ont dû passer au moins, un truc comme ça, d'équipes différentes. C'est utilisé dans une bonne dizaine, 10-12 applications au moins, sans compter les utilisations qu'on ne connaît pas, parce qu'on a découvert des utilisations très loin de nous, des gens qui avaient trouvé le code et qui s'en servaient à d'autres bouts. Et quand on a eu besoin d'utiliser leur API, on a découvert des dépendances qu'on ne savait pas qu'ils utilisaient cette librairie. Donc, non, ça, c'est de tout ce qu'on a pu faire, à ma connaissance, sur le périmètre, qui est le front office sur lequel on travaille, c'est le truc qui a pris le plus en librairie transverse, c'est le truc qui a pris même presque tout seul, quoi. Avec 2-3 documents un peu pour documenter ce que c'est que ces unités d'exécution, les stratégies, des exemples, et puis voilà, quoi. Puis quelqu'un qui a déjà utilisé pour aider un peu quand même. Voilà. Bon. Merci à vous encore. Ouais.